Merci, bienvenue le Zénith de ce vendredi sur Equinox Télévision, commençant par dire que le chef de l'État n'est pas à féliciter du tout, puisque hier, dans la série de décrets qu'il signe ces derniers temps, il y a celui qui révoque un magistrat de 4e grade. Alors, la corruption dans le corps judiciaire camerounais s'est installée. Et on ne va pas applaudir parce qu'on a révoqué un seul d'entre eux. Ça fait partie du système qui a été mis en place pour perpétuer cette corruption-là. Les mentalités sont pratiquement gangrénées aujourd'hui par ce fléau. Et on ne peut pas comprendre que malgré le fait qu'il s'agisse d'un corps important qui doit rendre la justice au nom du peuple camerounais, qu'on en soit encore à assister à des décisions de cette nature. Et d'ailleurs, pourquoi choisir de limoger quelqu'un que vous avez choisi auparavant pour implémenter l'opération dite épervier? Pascal Manyangue Mabé, le très célèbre, a donc été sorti par la petite porte hier de suite d'un décret présidentiel. Merci, bienvenue sur cette autre édition du Zénith de ce mois de juillet. Bienvenue à vous, monsieur Charlemagne Bachou. Bonjour Sam Sevenango, je suis en deuil comme l'université camerounaise. Monsieur le chef de l'État, bonjour à vous. Je souhaiterais que vous révoquiez tous les professeurs qui sont dans votre gouvernement. Libérez-les, tous ceux qui sont les directeurs. L'université est vide, on veut les enseignants. Libérez ceux que vous occupez inutilement et qui ne rapportent rien à la recherche au Cameroun. Voilà, le plagiat et les questions de recherche en milieu universitaire reviendront tout à l'heure dans la colère. Voici Megui Mapoko Ndombu dans ce programme. Bonjour. Bonjour Sam Séverin, bonjour à tous nos téléspectateurs du 10-12 de Zénith. J'espère qu'ils entament bien ce week-end et je les exhorte justement à réagir vivement à cette édition et aux différents thèmes qui seront évoqués via notre numéro de SMS et bien sûr sur la page Facebook 10-12 de Zénith. Voilà, depuis quelque temps on parle beaucoup de l'actualité de nos stars de la chanson, que ce soit celles-là qui se produisent localement ou bien celles qui ont le privilège d'aller à l'étranger prester. Donc c'est le cas de la toute jeune Daphné, dont on apprend qu'à Genève en Suisse, elle n'a eu que 17 personnes dans un concert. Je ne sais pas qui l'a invité de ce côté-là. Au niveau de l'organisation de ce type de choses, il va falloir mener une belle réflexion à l'avenir. La revue des réseaux sociaux, ce sera tout à l'heure. Bienvenue à vous, Mbombok. Bienvenue Sam et bonjour à la République. Une autre incongruité nous vient du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Ntoné, qui a décidé de limoger les délégués du personnel contre l'avis du ministre en charge du travail et contre l'avis des textes de la République. Il dit qu'il les a recrutés, les limoges, même si la loi ne le lui permet pas. Enfin, merci beaucoup. Dans cette émission, nous recevrons en exclusivité, je préfère le dire, un ancien employé des ADC, puisque son cas fait le tour des réseaux sociaux depuis quelque temps, parce qu'ayant été limogé, le limogeage est à la mode, par le directeur général, et il subit une véritable injustice aujourd'hui, concernant également le cas de son épouse, qui est en nette souffrance, demandant les contributions des uns des autres. Il est dans nos couloirs pour parler de sa propre histoire. Et à propos d'histoire, voici l'histoire de début d'émission, voici l'histoire de tendance pour cette édition. Bonjour. Bonjour Sam, je vais dire bonjour à ma copine qui me regarde depuis Baganté. Parce qu'elle est une fille Baganté, elle vit à Douala, ça a pu. Les filles qui font les enfants avec les hommes, que je vais cimenter ma place. Vraiment, pardon. Réfléchissez bien. Quand je parle de ma copine, ça veut dire que ma copine, que je me confie à elle, elle se confie à moi. Et quand vous voyez que je viens aujourd'hui la parler de ça, ça veut dire que ça me cœur. Elle a eu 2 enfants avec un gars. Je vais taire le nom du gars parce que il avait dit que si je prononce encore son nom, il va me taper. Je ne prononce pas ton nom, mais je vais quand même dire, et tu sais ce que tu as fait. Ma copine a fait 2 enfants, le garçon, la fille. Le premier, tu as dit l'homonyme de ton père. Elle t'a dit, épouse-moi, tu as dit, accouche d'abord l'homonyme de ma mère. Elle a accouché une fille qui était l'homonyme de ta mère. Mais sauf qu'elle est encore enceinte du 3e enfant. Hier, tu t'es levé carrément, parce que tu crois que tu es très beau. Tu lui dis, bébé, je veux qu'on cause. Elle croyait que tu allais même lui dire quoi. Elle croyait que tu allais même dire quoi. Ce que tu as dit, c'est que je voulais te dire que j'ai changé d'avis, je ne t'épouse plus, et il faut que tu me libères. Avec la grossesse, elle te libère. Et te demande que je te libère comment encore avec une 3e grossesse. Tu dis, elle n'a plus l'élément déclencheur. Tu voulais que l'élément déclencheur soit comment?
tu vas m'écrire l'élément déclenché là dans le cahier de 58 pages. Même si le cahier de 58 pages n'existe pas, tu vas m'écrire l'élément déclenché là, 58 pages. Ce qui m'énerve encore si ma copine l'a dit, le gars a commencé à lui faire ça Dieu au départ. Tu dis, quand on veut dire à quelqu'un que je ne te veux plus, il y a les signes qui ne trompent pas. Le gars rentre tard, elle prépare même, il ne mange pas. Les jours qui ne rationnent pas. Quand elle veut parler, il dit, je ne fabrique pas l'argent. Quand elle veut parler, le gars dit, je ne gère pas les détails. Je me l'empête. Elle reste toujours dans le foyer. Il entre comme il veut. Son téléphone sonne, il décroche comme il veut. Maintenant, alors hier, il s'est levé parce qu'il a les tablettes de chocolat. Il a dit à ma copine que j'ai changé d'avis, elle ne t'épouse plus. Et ma copine m'avait dit qu'elle faisait l'enfant pour cimenter sa place. Et elle a même dit que sa belle-mère lui avait dit que son gars aime bien les enfants. Voilà que la troisième grossesse, il a accepté. Il te demande de partir. Ma copine, chers téléspectateurs, pardon, donnez le conseil à ma copine. Parce qu'elle a les problèmes jusqu'à... Je vais dépendre pour elle. Ça ne va pas. Alors, quel conseil peut-on lui donner à cette femme, Meggy? Donc... Ben, Sam Sévérin, c'est le piège, je ne sais pas si je vais appeler ça un piège dans lequel beaucoup de filles tombent aujourd'hui, c'est-à-dire faire des enfants dans l'optique Et surtout que pour ce cas, elle est même enceinte. Comment peut-on dans l'optique de conserver... chercher à se séparer d'une dame qui est enceinte, du troisième enfant? Mais il y a tellement d'histoires insolites qui se passent dans nos cités, vous ne pouvez pas penser. Il y a tellement d'histoires insolites qui vous donnent froid dans le dos, qui démontrent à quel point les gens peuvent être cruels, impassibles. Mais maintenant, dans le cas précis de l'histoire du jour de tendance, je pense qu'ici, on a affaire à... un homme qui est un peu irresponsable quand même, mais beaucoup même irresponsable, parce que faire partir une femme qui plus est enceinte et a déjà eu des enfants au préalable, il faut quand même le faire. Maintenant, tendance à mis sur le tapis ici le problème de ces jeunes filles-là qui font des enfants dans l'optique de conserver, voilà, de cimenter leur place. Moi, je dirais que c'est une grosse erreur. Quand on fait un enfant, il faut déjà soi-même être sûr, vouloir cet enfant, être psychologiquement préparé à s'en occuper. On peut aussi faire l'enfant à la demande de votre partenaire, non? Oui, à la demande de notre partenaire, mais ça ne doit pas être la seule motivation. Même s'il le demande, il y a des paramètres à respecter, comme notamment, est-ce que nous-mêmes déjà, on est prêt à accueillir cet enfant? Parce que la mère, le consentement de la mère est primordial. Quand une maman fait un enfant qu'elle n'a pas forcément voulu, qu'elle n'a pas... Souvent, ça peut il y a des manifestations néfastes qui peuvent se produire dès l'arrivée de cet enfant. Là, on a des mamans qui ont le baby boom, qui ont le baby blues, voilà, qui n'aiment pas un bébé, qui n'ont pas la capacité d'être affective envers un enfant. Il y a des prérequis qui peuvent justifier cela. Maintenant, en dehors du fait que le partenaire veuille un enfant, on a des paramètres d'ordre familial qu'il faut regarder. On a également comment je vais dire ça? Alors, cette disposition de la maman, comme je le disais d'entrée de jeu, à accepter cet enfant-là. Vous n'allez pas sur la base juste de que oui, le conjoint veut un enfant, faire un enfant, vous dire que le fait de faire un enfant va nécessairement créer de l'amour chez l'autre. Non, on se met ensemble pour d'autres raisons. Maintenant, l'enfant vient juste consolider l'amour qui existe entre les partenaires, mais ce n'est pas l'enfant qui fait nécessairement la relation, parce qu'on voit des couples se séparer avec 7, 8 enfants. Voilà. Très bien. Charles Lamel, un premier enfant, un deuxième, et voilà une troisième grossesse. L'irresponsabilité de l'homme qui est excipée ici par Meggy peut-elle être la seule valable? Mais Sam Sévérin, qui conçoit? C'est la femme. Comment une femme peut-elle savoir qu'elle est dans une situation abracadabrante, une situation quelconque et se permettre de reconcevoir? J'estime quand même qu'il y a une bêtise à un certain niveau, Sam Sévérin. Elle est rentrée dans un foyer. On peut vous demander qui met la grossesse aussi. Non, Sam Sévérin, la femme qui veut accoucher. Je peux vous assurer, les femmes ne sont pas naïves à ce niveau, hein. La femme sait que si là où je m'en vais là, je vais prendre la grossesse, Sam Sévérin. Les femmes le savent. Rassurez-vous, il n'y a pas de femmes, peut-être la portion peut être de 2 à 3%, mais la majeure partie des femmes savent. Ici, là, aujourd'hui, j'ai pris. Elles savent que là. Alors, Sam Sévérin, lorsqu'une femme s'engage avec un homme, premier enfant, deuxième enfant, il faut se poser une question. Est-ce que la gestion du foyer est déjà harmonieuse?
C'est-à-dire, les enfants sont pris en charge, la maison est payée, la ration est donnée. Est-ce que le minimum vital est assuré pour pouvoir prétendre à un troisième? C'est d'abord ça. Avant de dire qu'il va m'épouser, il ne va pas m'épouser, on regarde d'abord. Est-ce qu'elle travaille? Première question. Si c'est le gars qui rapporte l'argent, le gars va dire je veux l'enfant, ou la femme va dire je veux l'enfant, ou alors, disons-le très simplement, le lit du pauvre est fécond. Ils aiment bien procéder à des élévations interféciaires. Voilà ce qui les amène un troisième enfant. Le gars se rend compte peut-être qu'il a des pressions. Financièrement, il ne peut plus s'en sortir. Ce n'est pas forcément qu'il y a une femme derrière, non. Ça peut être que le gars ne parvient pas à s'en sortir. La seule chose, c'est de dire à la fille, alors, dégage, va retrouver tes parents. Ou encore, Sam Sévérin, ça peut être que véritablement l'amour est fini, ou alors que cette troisième grossesse... Comment est-ce que l'amour peut-il finir en parlant d'éléments déclencheurs de tentation? Non, Charles Amel Baké, soyons sérieux, ici, vous ne pouvez pas aller jusqu'au deuxième enfant. Je dis deuxième seulement. C'est le troisième enfant qui fait problème. On est déjà maintenant, je parle déjà du deuxième. À partir de 2 enfants, vous, le monsieur qui enceintait la fille d'autrui jusqu'à 2 enfants, vous avez l'obligation de la garder comme femme, comme compagne. Il me semble que c'est tout à fait logique. Parce que ces enfants-là n'ont pas demandé à naître. C'est un problème de responsabilité, tout simplement. Mais la femme peut cimenter sa place. Elle va même accoucher jusqu'au 7e. Bon, alors, Bombok Bengan, dans ce débat qui a vraiment pignon sur rue aujourd'hui, vous vous situez de quel côté? Non, je me suis d'abord contre cette orientation qui voudrait que quand on fait un enfant avec un homme, on doit cimenter sa place. On a un homme. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Deuxième chose, c'est que moi je vais prendre l'exemple des Français, de citer leur nom parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes publiquement. François Hollande était avec Ségolène Royal. Ils ont dit eux-mêmes, même du vivant de Mitterrand, qu'il ne l'allait pas se marier. Ce n'est pas un bel exemple, hein, celui de Hollande. Non, je suis désolé. Non de la... Voilà. Les enfants ne doivent pas arriver au monde comme ça. Non, au moins, ils apprenaient les enfants. Pour nous, est-ce que ma grand-mère avait d'acte de mariage? Non, nos grands-mères n'avaient pas d'acte de mariage, ils ont fait bien des enfants. Ça veut donc dire que vous voulez donc régler le problème. Le mariage, ce n'est pas 2 personnes, Sam. C'est là où nous avons glissé et nous sommes tombés. Quand je dis nous, je parle de la génération d'aujourd'hui. C'est là où nous avons glissé. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'à notre époque, on n'aurait pas permis que la femme qui donne des enfants se sépare de mon fils. Ce n'est pas possible, c'était inconcevable. Il arrivait même qu'on demande à la femme de concevoir avec le frère du garçon si on estime que le garçon est frivole. Il arrivait donc pour ce cas précis. Je ne sais pas si le garçon disait à son époux que bon, on va faire les enfants, je ne suis pas encore prêt au mariage. Et la fille se disait, le mariage qui a déjà des enfants ne finit jamais. Parce que voilà l'expression qu'elles utilisent. Quand tu as déjà fait les enfants avec un homme, le mariage là c'est à vie. Et ça continue même à causer des problèmes si l'homme doit se marier demain et s'il a des enfants ailleurs qu'il voudrait reconnaître. Et on va dire, est-ce que c'est pas sûr que ces gars-là, vous voyez encore? Alors, quand les enfants arrivent au monde, pour vous, la responsabilité, c'est celle de la femme qui conçoit, comme le disait Charles Amel, c'est ça? Non, et du garçon aussi qui met la grossesse. Voilà. Donc, en ce moment, je condamne le garçon. Non, on a vu, je ne peux pas être d'accord avec cela. Pourquoi? Je le dis et je vais soutenir. Pour la simple raison qu'on a vu des hommes chercher l'enfant, c'est-à-dire entretenir des rapports sexuels avec leur épouse, mais jamais elle n'a conçu. Ils se retrouvent généralement à aller dehors chercher un 2e ou un 3e enfant. Parce que la femme, à l'intérieur, elle a toutes les méthodes. Il y a le planning, il y a, je ne sais pas, ces histoires d'injection que les femmes vont prendre. Il y a tous les moyens. Mais c'est un peu d'amalgame, Charles. Mais pour l'instant, on parle d'une fille qui n'est pas mariée. Elle-même a précisé à tendance qu'elle veut cimenter sa place. Si vous permettez que je termine, j'ai dit, moi, je condamne davantage l'homme. Dans cette situation, davantage l'homme, même si la femme concevait sans son consentement, dès lors qu'elle sait que ce sont ses enfants, vous avez le devoir de garder cette femme et ces enfants-là. Les enfants appartiennent aux géniteurs. Les enfants n'ont jamais fait la demande d'arriver. Je condamne l'homme, c'est l'homme qui est condamnable ici, même si on vient dans le couple. Et ce qui m'énerve, François Santon me voit bien, je suis en colère, comme Charles Amel. Ce qui m'énerve franchement, c'est que un jour, il a plus ou moins pas arrangé leur problème. Ça veut dire qu'il m'a d'abord insulté. Tu ne peux pas la laisser comme ça. Tu te lèves un matin, tu dis que tu ne veux plus d'elle. Tu vas la vouloir. De 2, parfois, tu es à la maison avec ton homme, qui rentre même tard, il te tape même. Le soir, quand il revient même, vous faites de l'amour. Dans ta tête, tu sais que ça va.
Alors que dans sa tête, il est seulement là que non, il veut seulement que... Hein. Bon, et le lendemain... Non, Sam. Parce que Charles Amel va dire, oh, je réponds par rapport à Charles Amel. Tu es à la maison avec un homme, il rentre tard, oui, il fait les manies, il te fait les manières. Tu supportes. Mais quand il rentre, vous faites de l'amour et sans préso. Dans ta tête, tu sais que non, c'est pas amour. Et le lendemain encore, tu vas prendre tes économies pour préparer ce qu'il aime. Alors que tu ne fais même plus partie de ses plans. C'est mieux de nous dire attends, que de nous faire perdre le temps. Quand le matin, vous dites que, moi je veux dire au gouvernement Sam, que pardon, papa, même 2 mois avec une femme maintenant, il faut qu'on doit... Non, il est déjà punissable le tendance. Ce qui est sûr, c'est que la loi a prévu, le législateur a prévu. Et 6 mois déjà, je peux considérer que le couple est marié. Et quand tu vois ma copine la Sam, quand on partait à la piscine, comment te dire, dans notre jeunesse, quand on partait à la piscine, quand elle se déshabillait comme ça, elle avait un corps de rêve. Moi aujourd'hui, avec la 3e grossesse, elle est un peu... Rien que le 2e bébé, elle a les bergers partout sur le ventre et sur les seins. Tu ne peux pas la remettre en bon état. On va revenir sur ce sujet. De toutes les façons, avec vos messages, tout à l'heure, à présent, on fait intervenir la colère. Comme je vous le rappelais, il s'agira pour Charles Amel de nous entraîner dans les dédales de la recherche scientifique universitaire en matière de plagiat. Je m'interroge ce jour sur la question du plagiat en milieu universitaire. Quand je dis plagiat, je parle du vol d'idées, vol de la connaissance comme savoir au sein de nos universités. Je me demande à quoi est-ce que cela sert-il d'écrire un mémoire, mieux de faire des recherches s'ils ne feront que le bonheur de l'enseignant ou encore ne contribueront qu'à enrichir la rédaction du livre ou d'un article de l'enseignant. Trop de professeurs nous avons, des professeurs qui occupent des postes de responsabilité, qui n'ont rien apporté au Cameroun. Oui, je m'interroge. Prenons le cas du Mimpro Malo, où le professeur Tindi est là depuis 15 ans aujourd'hui. A-t-on seulement construit un ministère avec les matériaux locaux? Point d'interrogation. Quelles sont les directions? Ou alors en quoi est-ce qu'on a profité? Trop de professeurs pour rien dans ce pays. Comment comprendre que l'ensemble des thématiques choisies ne respectent que l'ensemble des choix de l'enseignant et non le fruit d'une discussion entre les deux parties? Comment comprendre qu'au Cameroun, l'universitaire, le chercheur, le journaliste éprouvent autant de difficultés à citer leurs sources, ont nommé leurs collègues, à parler de l'entreprise qui les a employés avant? Pourtant, c'est un acte de légitimation de sa propre expression, de son autorité, et c'est aussi rendre hommage aux auteurs, à ses collègues et dévanciers. Comment comprendre que les enseignants choisissent l'ensemble des thèmes qu'ils sont prêts à superviser ou de superviser que d'autres? Comment comprendre qu'il est quasi difficile de retrouver les mémoires des autres étudiants à la bibliothèque universitaire? Pourtant, c'est un droit absolu pour les soutenants. Comment comprendre que l'attitude des universitaires soit à l'opposé de ces pancartes qui fleurissent dans les campus célébrant l'honnêteté intellectuelle et la compétence, condamnant tous ceux qui s'adonnent à la fraude en procédant à la substitution de personnes à la constitution des fronts? Qui détourne les mémoires des étudiants dans les amphis? Comment comprendre les cas de plagiat des projets de thèse qui ne surprennent plus les juges au Cameroun, tellement les cas sont légion? Comment comprendre ces mêmes phrases, même ponctuation, même coquille, même faute des auteurs différents? Comment comprendre que les mémoires de master dans nos universités soient des catalogues de copier-coller passés sous silence? Les plagiats entre collègues ou qui pillent les travaux d'étudiants sont monnaie courante à l'École nationale supérieure, nous dit-on. Comment comprendre que les plagiaires supportent mal la dénonciation et s'en prennent fréquemment à ceux qui dévoilent leur fraude? Comment comprendre que même les revues scientifiques sont concernées par la soumission d'articles frauduleux? Quelle interprétation donner à ces multiples affaires de plagiat qui assombrissent le savoir au Cameroun? Était-ce une crise politique, institutionnelle ou alors tout simplement une crise du savoir en lui-même? Quelle interprétation donner aux affaires James Mwange Kobila contre son ancien mentor Maurice Kamto, devenu homme politique? Claude Abbé contre Valentin Gandongo? Fabien Boussi Boulaga contre Jean-Godefroy Bidima? Ou encore celle du professeur Charles Messanga Yamding, Paul Ngouabo avec Moukokom Bondior ayant tous fait la une des journaux?
Comment comprendre le fait que certaines thèses, fruits d'un travail laborieux, disparaissent mystérieusement de la centrale des thèses? Comment comprendre le fait que nos professeurs affichent presque tous un désintérêt pour la recherche et autres enquêtes de terrain, démontrant le fait qu'ils ignorent les rudiments épistémologiques qu'exige la recherche? Comment comprendre le fait que le savoir de nos universitaires n'est plus académique, car ils lisent peu et ne sont donc plus capables de citer qui que ce soit? Observez-les sur les plateaux de télévision et vous comprendrez de quoi moi je parle. Ils récitent pour les plus érudits des théories élaborées ailleurs. Comment comprendre le fait que la majeure partie des universitaires ait abandonné la crêpe pour des postes ministériels? Tout cela à la recherche du gain facile. Pourtant, la recherche, elle attend. Les étudiants, il y en a. Les idées, il y en a. Mais seulement, pour quel résultat? Voilà, merci beaucoup, Charles Armel. Les universités camerounais sont-ils essentiellement portés vers leur carrière? La réponse est peut-être oui, sans doute, puisque la plupart d'entre eux, ou alors très peu, sont visibles sur le terrain de la recherche et de la production scientifique sur la place camerounaise. On peut voir sous d'autres cieux, heureusement, quelques universitaires se déployer, pas forcément à travers les médias, mais sur vraiment d'autres thèses qui sont bien connues. Alors, pour le cas du Cameroun, quel est le premier regard que vous jetez? Le premier regard, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est eux-mêmes qui le disent. Ce n'est pas, ces propos ne sont pas de moi. Ils sont notamment, il a cité Boussi Boulaga tout à l'heure. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, premièrement. Deuxièmement, vous l'avez dit, le même Boussi, Mongo Betty et Angelbert Vimpé à son âme, vers Menrad Hebga aussi, ils ont dit les intellectuels camerounais ne se considèrent pas comme des intellectuels, mais comme des diplômés qui sont à la recherche de l'argent. Et ils ont dit, ce sont les postes administratifs qui nous donnent de l'argent. On va donc utiliser les étudiants dont on a la charge de l'encadrement pour piquer les textes et publier en son nom. À un moment donné, parce que vous savez que c'est vous qui l'encadrez, si vous ne signez pas, il ne passera pas. Donc, de toutes les manières, voilà comment il se comporte aujourd'hui. Et pour terminer, vous avez bien fait de prendre le cas du Cameroun. Il me souvient, Sam, lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir, il fait un bon discours sur la coopération avec le Sud. Il nomme un ministre de la coopération qui s'appelle Jean-Pierre Côte. Jean-Pierre Côte se rend compte que ce que Mitterrand a dit dans le discours ne coïncide pas avec la politique africaine de l'Élysée. Quand il vient demander comme Mitterrand le limoge, le gars, il applaudit, il dit Dieu merci. Il rentre à la Sorbonne enseigner. Il en a été de même pour son collègue Michel Auriac. Et les deux nous ont d'ailleurs aidés dernièrement lors de la crise de Bakassi, au professeur qui était à la Haye. Ils ont applaudi. Et un troisième qui était son conseiller aux affaires culturelles, qui s'appelle Régis Debré. Régis Debré, c'était l'ami de Che Guevara Sam. La famille Debré en France, la famille qui est proche de De Gaulle. Régis Debré passe son agrégation en philosophie. Quand on arrête Che Guevara, il a comme conseiller Régis Debré, un Français. Et plus tard, Mitterrand le nomme. Quand Régis Debré arrive, il démissionne, il dit à Mitterrand, non, ce que vous faites en politique, moi je préfère enseigner. Vous voyez, et il y en a comme ça, les gens Paul Sartre, vous avez fait raison de dire, on veut interdire le journal qu'on appelle Libération. Jean-Paul Sartre dit d'accord. Il demande au directeur de Libération de démissionner. Il devient directeur de publication du journal Libération. Il dit, je vais voir comment le président de la République, De Gaulle, va interdire Libération. Moi, Jean-Paul Sartre, avec Simone de Beauvoir, ils se mettent en tête et on n'interdit plus le journal Libération. Voilà un peu comment l'intellectuel se constitue comme conscience morale dans la société. Et à ce moment-là, on peut s'interroger même sur l'appellation intellectuelle qui pourrait se rattacher à ces universitaires parce que beaucoup plus portés vers le pouvoir et leur carrière. On en a connu très peu sur la place camerounaise qui se sont illustrés et on peut les citer. Maintenant, puisqu'on parle de plagiat, à partir de quel moment, Megui, est-ce qu'on peut parler de plagiat de travaux qui sont réalisés à cet effet-là et qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Mais c'est tout un mécanisme, Sam Sévérin. Aujourd'hui, comme l'a dit Charles Armel, il y a des thèses, on sait des étudiants qui sont appelés à présenter des thèses, à soutenir, et donc ils soumettent leurs thèses. Généralement, ils ont des encadreurs, justement, qui les aident à faire leur travail, ou alors même des personnes qui reçoivent ces travaux-là. Et c'est à ce moment que tout se joue. Il y a des étudiants qui sont très brillants, extrêmement brillants, et qui vous présentent pratiquement des chefs-d'œuvre. Et donc, c'est ces grands universitaires qui tombent sur ces travaux-là, qui plagient, qui font le copier. Oui, voilà, justement. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on soit amené à plagier? Ça veut dire qu'on n'est pas soi-même bien outillé intellectuellement pour qu'on soit obligé d'aller chercher à recopier ce que l'autre a fait. Aussi, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, ça met en exergue justement l'authenticité même, hein, ou alors, comment je vais dire, vraiment la compétence véritable de ceux qui tiennent ces universités-là. Comment on arrive à obtenir un doctorat, comment on arrive à obtenir sa maîtrise, comment on arrive à arriver à un certain niveau dans le milieu universitaire. On sait que généralement, les moyens par lesquels on y parvient ne sont pas toujours catholiques. On a justement ces cas d'universitaires, ces conflits aujourd'hui connus entre le professeur Messanga Nyamding et M. Mukoko Bonjo, entre Eboussi Boulaga et Godefroy Bidima, qui se répondent aujourd'hui au travers de leurs ouvrages interposés. Donc, voilà. Alors, tendance, chez nous, tout le monde est docteur, tout le monde est professeur, mais finalement, quand on va vérifier, il y a eu le cas même de certains dont on a douté de la réalité de leur parcours académique. Guy Parfait Songuet, sur la place, il avait été notamment repris et confondu en cela, je crois, par le ministre Femme Ndongo. Il y a bien d'autres cas comme ça. Alors, comment devient-on docteur? Oui, tendance? C'est énervant. Quand on dit intellectuel, bagage intellectuel, ça veut dire les gens qui ont fréquenté, les gens qui étaient à l'école, qui connaissent le livre, qui lisent tous les jours, qui ne dorment pas. Les intellos ne dorment pas, ça. Les intellos que moi j'ai connus dans ma vie. À tout temps, ils sont en train de lire, de suivre les informations, de vouloir savoir ceci. Mais par contre, il y a les autres qui se lèvent le matin parce que j'ai mon frère qui est ministre, tant. J'ai seulement eu une maîtrise en comptabilité. Par exemple, il faut qu'il soit peut-être docteur, alors que docteur, bagage intellectuel, l'école que tu vois là, faut pas se lever le matin, vous prenez quelqu'un, vous dites que non, va là-bas alors que tu ne connais pas. Mais maintenant, il faudrait tendance que cela serve à éclairer l'opinion aussi, le peuple. Parce qu'il ne suffit pas de garder ses connaissances pour soi-même. Hein. Oui, ne gardez rien pour vous. Quand vous connaissez, il faut nous montrer. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que non, même si ils montrent, c'est pour avoir combien de francs de salaire, non. On trouve le travail dans le travail. Et aussi, Sam, il faut quand même... Oui, tendance... Non, vas-y, maman, après je reviens. Je disais qu'il faut quand même avouer que ces universitaires-là plongent dans une paresse aujourd'hui criante. Parce que quand vous vous rendez compte qu'un professeur d'une matière, d'une UV donnée, fait le même cours, c'est-à-dire que rien n'est changé pendant 10 ans, 10 ans, si bien que des étudiants qui ont dépassé ce niveau sont capables de revenir et de lire le cours, c'est-à-dire tel qu'il est conçu avec les mêmes termes, ceux qui sont passés 7 ans avant, reviennent vous transmettre le cours. On a eu des anecdotes comme ça en plein cours. Vous avez un professeur de droit constitutionnel comme ça, par exemple, qui vient dispenser son cours magistral, et un étudiant qui prononce les phrases de ce cours-là juste avant le professeur, pour vous dire que, alors, il a eu un cours qu'il a rédigé pendant 10 ans, il n'y a rien eu, aucun changement, rien, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les choses évoluent dans la société, il y a des choses qui sont revues, mais c'est les mêmes cours qui sont dispensés, donc ils viennent là, ils lisent leurs cours, et puis aucune recherche qui suit par... Et finalement, vous vous moquez même de qui à la fin. Quand c'est comme ça, c'est les moqueries. Ouais. C'est comme ça que tu dis, quand un intello meurt, je vais retirer mon gros français aujourd'hui, quand un intello meurt, on dit que c'est une bibliothèque qui a pris feu. C'est ça, non, mon bon? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Merci pour ce rappel. On va passer à l'invité parce qu'on a beaucoup de choses. Donc, vous allez résumer votre conclusion en 30 secondes, Charles Armel.
pour sortir de cette chronique sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure au niveau des messages avec les auditeurs. Alors, il faut dire, Sam Séverin, que le plagiat est là. Les cas sont patents. La preuve, il faut parcourir la toile pour découvrir un peu cet ensemble. Nous avons eu un projet financé par l'université de Kyoto, notamment de ce côté de l'université de Tchang, à hauteur de 730 millions. Là, c'était pour favoriser la recherche en relation avec le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le MINEPAT. Cet argent avait été confié, il fallait favoriser, booster la recherche. Ça concernait les étudiants. Tous les professeurs se sont arrogés ce projet, consommer l'argent en envoyant les étudiants sur le terrain sans les moindres frais. Les étudiants sont revenus avec les recherches. Les conclusions étaient plutôt celles des professeurs que celles des étudiants qui étaient descendus sur le terrain. Les étudiants ont voulu se rebeller. On a dit, vous vous amusez, votre carrière estudiantine s'achève là. Rappelons-nous du cas de l'IRIC où cet étudiant, un étudiant avait, donc de l'école normale d'abord, l'école normale supérieure, où un enseignant, un professeur avait renvoyé un étudiant en pleine séance parce que l'étudiant avait cité, recopié et cité ses œuvres à lui sans avoir cité la source dans le nom du professeur. Le professeur, aussitôt, le président du jury a instruit une enquête. À la fois, on s'est rendu compte que même le professeur qui accusait l'étudiant d'avoir plagié, lui-même avait plagié un autre étudiant. Conséquence, les deux ont été renvoyés. Donc, pour dire, Sam Séverin, que c'est un cas qui sévit au sein de l'université camerounaise où aujourd'hui, ils ont le titre de professeur. La preuve, regardez leur gouvernement. Ils font quoi? Au Canada, c'est 3 jours d'enseignement, 2 jours de recherche. Nous avons tous ces professeurs, nous servent à quoi? La Mimpromalo, nous avons eu un éminent professeur à la Mimpromalo depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Qui consomme la brique au Cameroun, la brique de terre au Cameroun? C'est bien ça, Charles Armel, l'objet même de cette chronique qui pose la question de cette contribution attendue de nos universités. Vous avez parlé de l'université de Tchang. Depuis qu'il est à cette fonction-là comme recteur, Roger-Antoine Pépin Tsafak Nanfoso ne fait plus parler de lui. Il a eu son poste de recteur. Et quand on sait qu'ils ont rang de secrétaire d'État, ce sont des gens qui ne nous apportent pas grand-chose en termes de production. Tout le monde espère être nommé doyen de ceci, recteur de cela, mais concrètement, parce que quand vous voyez même la contribution, la production de M. Messanga Nyamdi, lui, il ne s'en cache pas. Voilà. Il a besoin d'être nommé à quelque chose. Savez-vous que la France, les éminents professeurs en France ont posé les questions aux étudiants en doctorat, ceux qui voulaient soutenir en sociologie. Mais pourquoi vous ne nous produisez pas un document sur les événements de Mimboman, ce qui est survenu au Cameroun à propos des corps mutilés? Aucun ouvrage d'un chercheur n'a pu être mis sur le plan. Pourtant, il y a des étudiants qui avaient proposé cela à l'université en sociologie. Les professeurs ont rabattu le caquet de ces élèves en disant c'est une affaire politique, c'est une affaire sous scellé judiciaire, ne vous intéressez pas. Voilà, nos universitaires qui ne travaillent donc pas beaucoup. D'ailleurs, on peut aller questionner au cours d'une prochaine rubrique la qualité même des enseignements aujourd'hui, quand on sait que l'université camerounaise ne bénéficie pas des meilleures conditions d'enseignement au niveau du contenu des cours qui y sont dispensés. Merci beaucoup. On passe à notre invité. Je vous l'ai dit, il nous arrive des milieux, on peut dire que c'est un ex-employé, limogé donc des ADC Aéroports du Cameroun, monsieur Gaston Claude Songo. Bienvenue, bonjour, bonjour, soulevez le micro, c'est bon? Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? Bon, on ne peut pas vous demander si ça va. Bon, racontez-nous votre histoire. D'abord, pourquoi vous arrivez sur ce plateau avec le drapeau du Cameroun? J'arrive sur ce drapeau, sur ce tableau avec le drapeau du Cameroun, parce que je suis un patriote. Et entre parenthèses, si vous me voyez trembler, ce n'est pas la peur, c'est l'émotion. Si vous voyez les larmes, ce n'est pas la faiblesse, c'est la douleur. Donc, j'arrive ici avec le drapeau parce que je suis un patriote. Parce que dans l'exercice de mes fonctions antérieures, je suis comme un militaire. Je suis assistant mécanicien avion civil, présidentiel et militaire. Je suis major au Cameroun de ma promotion, IF Aéro, une école installée à Nice. À Nice, en France. À Nice, en France. Donc, je vis une injustice. Je suis atteint physiquement, mentalement. Mon épouse est atteinte parce que quelqu'un a décidé de me nuire, tout simplement me nuire et faire de moi quelqu'un qui n'est pas. De toute façon, pour l'instant, en l'absence de la partie opposée, c'est-à-dire la direction générale des ADC, on ne va pas
trop s'y attaquer. Vous allez simplement nous raconter les circonstances dans lesquelles vous avez pu être limogé. Votre version des faits, on la prend sous réserve des, on va dire, des avis qui pourront être apportés par les gens de l'ADC. Parce que votre cas aujourd'hui est bien connu par le grand public. Vous êtes assistant mécanicien. Quand est-ce que vous avez été recruté et comment est-ce que vous en êtes sorti? J'ai été recruté le 08 janvier 2007 en tant que manutentionnaire. 2007. 2007. La même direction qui est là a trouvé que j'étais un bon agent et m'a inséré dans des formations où je suis sorti major. Je suis devenu assistant mécanicien avion. Pour la petite histoire, en juillet 2011, je signe ma prise de service, mais durant 17 mois, je touche toujours le salaire de manutentionnaire. Ben, on va vous demander le montant du salaire. Maintenant, qu'est-ce qui fait que finalement, major de votre formation, vous avez été formé dans l'une des plus belles écoles en cette matière en France, recruté aux ADC et que finalement on puisse se débarrasser de vous? Votre version, c'est laquelle? Mon directeur général a un acharnement sur moi et je ne sais pas pourquoi. Je vais vous dire que mon directeur général a utilisé mes prouesses artistiques parce qu'avant les ADC, je faisais la musique. Et au sein des ADC, j'étais devenu celui qui véhiculait les bonnes mœurs. Je sensibilisais les agents dans toutes les villes, les régions où nous avons les aéroports. Ça, c'est le premier point. Et subitement, je me rends compte que moi qui véhicule le message, je suis moi-même dans une situation de non-droit. Les lois internes disent que pour quelqu'un qui travaille, qui a le même poste de travail, les mêmes fonctions, les mêmes diplômes, je devrais avoir les mêmes catégories que mes collègues dans le même bureau. Je me retrouve en 5e catégorie alors qu'il y en a d'autres qui sont en 6e, d'autres en 8e. Alors je commence à écrire au DG pensant qu'il va m'écouter. Ça déclenche son courroux contre moi. Durant toute ma fonction en tant qu'assistant avion, quand j'ai été proposé pour des missions, il a barré. Oui, mais si vous permettez, justement, moi je me rappelle d'une histoire, Sam, où apparemment vous vous étiez plaint de votre image qui aurait été utilisée par une compagnie et votre direction vous avait dit taisez-vous, nous avons pris langue avec, alors qu'on ne vous aurait pas versé le droit. C'est vrai? C'est exact? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très vrai. Ils m'ont même fait une note de service pour me dire de me taire, que je devais rester tranquille et que la compagnie avait payé pour cela. J'étais assis devant chez moi avec mes enfants. À ce moment, j'avais des problèmes financiers, beaucoup comme j'ai maintenant, parce que j'étais toujours dans des problèmes serrés. Alors, les gens me voient passer dans la publicité. Tous ceux qui... ils arrivent chez moi, près de 20 personnes, avec la bailleresse, pour me dire que mais toi, tu n'as pas payé la maison, comment tu passes à la télé, paye-nous. Donc, vraiment, cette histoire est vraie et j'ai revendiqué. Même chose pour madame. Si j'ai été licencié, c'est par rapport à madame même. On va revenir sur le cas de madame tout à l'heure, mais on parle de ce cas parce qu'on est dans la rubrique des métiers. Donc, un métier comme celui-ci, si vous n'êtes plus employé aux ADC, forcément, je ne sais pas là où vous allez vous retrouver, puisque c'est la seule entreprise qui peut vous pouvez travailler ailleurs, à Camerco par exemple. Non, puisque c'est même difficile que Camerco te prenne parce qu'à un certain moment, les gens ont peur de moi. Parmi les injustices, je dois préciser que quand j'ai réclamé l'assurance de madame, une fausse lettre manuscrite a été faite comme quoi pour menacer l'aéroport et on m'a accusé de terrorisme. La CEMIL m'a interpellé et après enquête, la CEMIL m'a relâché parce qu'ils avaient compris que j'avais le drapeau en main. J'étais pas un mauvais. Le problème, justement, entre autres procédures que vous avez suivies, est-ce qu'on nous a appris que la direction vous avait demandé de demander à votre avocat d'essayer de constituer? C'était vrai? Pourquoi vous avez demandé à votre avocat d'essayer de constituer alors que vous aviez le droit de votre côté? La direction m'a beaucoup menacé. Je vous dis, si je suis vivant, c'est parce que c'est l'Éternel qui a voulu. Présentement, ma sécurité n'est même pas, je ne suis pas. Je suis arrivé à un seuil où, parce que l'injustice fait ne plus avoir peur. Donc, vraiment, par rapport à l'avocat, je n'ai plus les moyens, j'avais engagé le cabinet Maître Missi, et j'ai écrit pour leur dire vraiment, laissez tomber, je ne peux plus vous payer. Je n'ai pas les moyens. Alors, je crois que le nom dit dans l'histoire, Charles Amel. Non, je vous écoute là depuis, comme le téléspectateur à la maison, et je semble perdu. Quel est votre problème? Essayez de nous synthétiser. Votre problème, c'est lequel aujourd'hui? Mon problème aujourd'hui, dans le cadre de mon travail, parce que je voudrais bien faire mon travail,
j'ai soulevé le courroux du directeur général des ADC. Quel directeur? Monsieur Thomas Oona Soumou. S'il m'écoute, il sait que ce que je dis est vrai. Oui, je vous écoute, je veux comprendre le fin mot de votre histoire. Mais sauf que Charles Hamel, en l'absence de la direction générale, on ne peut pas... Il faut bien qu'il cite, parce qu'il parle de directeur, il faut bien qu'il cite. Je suis d'accord avec vous. Après le licenciement, il ne m'a même pas remis mon certificat de travail. Vous avez été licencié pourquoi? J'ai été licencié pour trafic de stupéfiants. Vous voyez, dans la précarité dans laquelle j'étais m'a poussé à faire le transit du CAT. Ça veut dire j'ai aidé un ancien mécanicien avion d'Éthiopian. Bon, alors, ça veut dire que si les faits tels que vous les décrivez sont ceux-là, ça veut dire que vous méritiez peut-être d'être licencié. Non. Donc, en réalité, c'est pour ça que c'était une autre fausse accusation. Oui, la justice du Cameroun a vérifié et le 8 juin, il y a une décision. Vous étiez en train de dire que vous avez aidé un assistant? J'ai aidé un mécanicien avion d'Éthiopian à faire transiter des herbes médicinales éthiopiennes. Ouais. Alors, la justice camerounaise s'est saisie du dossier parce que c'est les ADC qui envoient une fausse information. Et la justice s'est saisie. Ils ont vérifié, ils ont vu que la loi camerounaise ne condamne pas l'utilisation de le transit ni le CAT au Cameroun. Et dans plusieurs pays. Donc c'est comme le coq peut être interdit ici, mais pas dans un autre pays. Alors, ils ont, une fois de plus, ils ont pris un prétexte pour me tirer dessus. La justice a dit non. Vous avez été disculpé. J'ai été disculpé, il y a la décision de justice. Très bien, merci. Là on est rassuré parce que... Et maintenant, quand même, dans votre truc, on nous a appris également à notre quoi que vous avez eu quand même des mises à pied, des sanctions qui auraient pu vraiment vous conduire. Imaginez qu'un collègue de service travaille sur un avion sur lequel je ne suis même pas. Je suis affecté à un autre vol. On me donne une demande d'explication sur ce qui s'est passé là-bas. On me punit 4 jours de mise à pied. Comme si ça ne suffisait pas, on me donne encore une autre sanction pour cette même faute que je n'ai pas commise. Donc j'ai en tout 8 jours de mise à pied. Alors qu'on vous a déjà disculpé. On m'a déjà disculpé. Ça, c'est je suis dans une position pas possible. Très bien, alors oui, mais selon vous dites, c'est acharnement. Selon vous, pourquoi l'acharnement? Parce que vous voyez, il ne faut pas... Vous voyez, il faut rester, le directeur général aurait aimé avoir quelqu'un qui ne veut pas travailler selon les normes et les procédures. C'est ça le réel problème. Mon réel problème, c'est les procédures en aviation. C'est-à-dire, si un avion est censé se positionner à un certain endroit selon une certaine position, il y a une norme standard qu'on applique en Chine, aux États-Unis, au Cameroun. Ce n'est pas une norme que c'est l'OACI et l'IATA qui écrivent ça. Et on nous apprend ça dans nos écoles de l'aviation. Quand tu veux appliquer ça au Cameroun, tu fais le courroux des gens. Et c'est ça la fondamentale de mon problème avec le directeur général des ADC. Parce que vous avez voulu faire mon travail comme il Alors on a commencé à me chercher des poux, on a commencé à me chercher partout. Ok, on va arriver tout à l'heure aux conséquences de cette situation pour vous et votre famille. Mais d'abord, Megui, vous voulez intervenir, oui? Non, mais je crois qu'il a tout dit. Je crois qu'il vaut peut-être mieux qu'il nous explique justement quels sont l'impact justement que ces problèmes-là ont eu sur sa vie familiale, parce que on voit sur la toile un peu partout vos publications. Vous avez pu prendre connaissance des images de son épouse? J'ai vu son épouse qui est atteinte d'un cancer du sein, des gens en phase terminale, justement, voilà. Donc une épouse pratiquement condamnée aujourd'hui, on peut le dire. C'est ça la gravité de la situation. Oui, des images très douloureuses. Que nous ne sommes pas en mesure de montrer parce que c'est assez douloureux, effectivement. Concernant mon épouse, j'ai écrit au directeur général des ADC pour lui dire que le travail, on peut laisser tomber. Que je peux tout laisser tomber. J'ai écrit en mars pour dire qu'on peut laisser tout tomber, mais au moins la santé de mon épouse. J'ai écrit en mars, ça fait 4 mois aujourd'hui. Je lui ai demandé de m'aider parce qu'il n'y avait pas l'assurance pour soigner mon épouse quand mon épouse était malade. J'étais encore au sein des ADC. Il n'y avait pas l'assurance. Quand j'écris pour demander la position, la conduite à tenir, il me montre une autre des services qui dit que je peux me soigner à la clinique. Et je ne sais pas, je ne vais pas citer le nom de la clinique ici. Et dans une clinique de la place à Aqua, quand je vais là-bas avec madame, je paie plus d'une centaine de mille pour madame. Imaginez un agent. Je paie un employé, je paie plus d'une centaine de mille. On fait un prélèvement, ce n'était qu'une petite boule dans le sein de madame. On fait un prélèvement qu'on ramène dans un laboratoire qui n'est pas habilité. Le laboratoire me fait un mail qu'il faut que je rajoute de l'argent pour qu'ils envoient dans un autre laboratoire habilité à le faire. Donc je comprends que la note de service, là, c'était une note factice.
Elle ne tenait pas. C'est là où, madame, sa situation de santé se dégrade. Le sein commence à gonfler. J'appelle la clinique en question, ils commencent à me menacer en disant qu'ils vont appeler la direction générale. Je comprends qu'il y a une synergie entre la direction générale et cette clinique, que les deux s'entendent. Donc, du coup, je ramène mon épouse, je veux vous dire entre parenthèses, un examen de 3 semaines a fait plus de 3 à 4 mois en attente. Or, à l'hôpital général de Douala, on m'a donné le résultat en 3 semaines. Parce que nous avons ici des documents attestant de ce que vous vous êtes retrouvé dans le service de cancérologie de l'hôpital général de Douala. Le docteur Ananga Sidoni, qui est anatomopathologiste, a bien traité du cas de votre épouse, Dame Etundi, épouse Songo Pierrette, avec la supervision du professeur Feuillou Amadou. Mais jusque-là, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution finalement. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Je vais vous dire, entre parenthèses, moi qui vous parle, j'ai été suivi par un psychiatre. Le psychiatre, M. Eyoum, de l'hôpital La Quintini. Parce que vous commencez à débloquer un peu. Quand la sémile m'a arrêté, c'était une question de mort. C'était pour... Parce que si vous êtes terroriste, on ne doit pas vous garder. Moi, je suis vert ou jaune. Mon pays avant tout. Alors, si vous êtes déclaré terroriste, on doit se débarrasser de vous pour que les autres vivent. Alors... C'était une opportunité de se débarrasser de moi. Quand j'ai loupé cela, je suis allé à l'hôpital. Le psychiatre m'a suivi et je ne peux même pas suivre mes soins. Je ne peux pas dormir la nuit. Je rêve toujours de la sémile en train de me suivre partout. Hein? Ce que je dis est attesté par le rapport du psychiatre en question. Voilà, à ce stade tendance, on va résumer la situation. Nous recevons M. Claude Gaston Songo, ex-employé des ADC Aéroports du Cameroun, ayant bénéficié d'une belle formation en France, recruté depuis 2017 et limogé, recruté depuis 2007, limogé en 2017 pour des faits qualifiés d'actes de trafic, mais à l'évidence, par la suite, il a été disculpé en justice. Alors, tendance, les conséquences aujourd'hui sont les Les mots me dépassent. Je suis dépassée parce que depuis là, j'ai la chair de poule. Je n'ai même pas envie de pleurer parce que je suis très sensible. Même si vous avez licencié vraiment l'état de son épouse, donner son argent. N'est-ce pas, quand on te licencie, on te paye tes droits. Donner son droit, il soigne son épouse. Est-ce que ce n'est que là-bas qui va travailler? C'est quel chantage ça dans mon pays? Et ce n'est pas ce que j'attends de vous, pardon. Parce que c'est une histoire où... C'est compliqué. Donc, la direction générale des ADC, donc à travers monsieur Jean, vous avez dit Assoumou Owona, c'est son nom? Monsieur Owona, Thomas Assoumou. Et je voudrais, si vous me donnez, si vous me donnez une parole, pour l'assurance médicale, nous avons un document qu'on appelle l'accord d'établissement. L'article 35 demande que nous soyons couverts. Et il le sait très bien, et il est le signataire. Il est le premier DG signataire de cet accord d'établissement. Alors, moi j'aimerais savoir quelle est la procédure que vous avez respectée, parce que je pense qu'il y a votre tutelle. Est-ce que vous êtes rapproché, vous avez épuisé toutes les voies de recours? Je vais vous dire, j'ai épuisé toutes les voies. J'ai écrit plusieurs fois. On m'a arrêté plusieurs fois. Suivez que j'étais en congé, par exemple. C'est-à-dire, j'étais en congé congé annuel. Et pendant mon congé annuel, on me convoque à un conseil de discipline. Vous voyez, j'ai été traumatisé. Vraiment, j'ai fait tout ce que je peux faire. Là où je suis débordé. J'ai même fait une lettre au président de la République que j'ai envoyée sous la toile. Ma femme a parlé en direct d'une radio pour appeler la première dame à l'aide. Tout ce que je voudrais aujourd'hui... Pour l'instant, le couple présidentiel ne semble pas avoir été sensible, n'avoir pas reçu même déjà votre appel. Je ne pense pas qu'ils aient reçu, parce que s'ils avaient reçu, peut-être qu'ils m'auraient déjà contacté. S'il vous plaît, Voilà, donc vous allez vous calmer. D'abord, Megui, on est en plein cas d'un mauvais traitement subi par un employé de la place. Je suis extrêmement outré. Je suis outré et on est face aux caméras. On a des Camerounais qui nous regardent. On a ces membres du gouvernement qui nous regardent. On a ces dirigeants de nos entreprises qui nous regardent. On a le chef des ADC qui nous regarde vraiment et même le personnel des ADC. Je ne peux pas comprendre si les faits sont avérés. Si ce que ce monsieur nous dit avec des preuves qu'on a ici sont vrais, je ne peux pas comprendre la léthargie dans laquelle se trouve même le personnel des aéroports du Cameroun.
Franchement, il faut qu'il se lève pour décrier, pour dénoncer cette injustice-là. On ne peut pas vivre dans un pays comme celui-ci où chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut, que pour peu qu'on vous place quelque part, vous vous prenez pour le tout-puissant, pour martyriser, pour maltraiter des gens qui vous font gagner de l'argent. Un monsieur comme celui-ci qui part d'une société de, 2007, de 2007 à 2017, ça fait 10 bonnes années, voilà. Voilà, pendant combien d'années aujourd'hui il se retrouve dans cette situation-là, au vu et au su de tout le monde. Il faut qu'il fasse des lettres au président de la République. Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi on est arrivé là alors qu'il est dans ses droits? Il est dans ses droits, mais il faut qu'on dégage ces gens qui se prennent pour je ne sais pas quoi. Alors, que quelqu'un soit obligé, Sam, que quelqu'un soit obligé aujourd'hui à publier les photos de son épouse quasiment nue pour pouvoir bénéficier de l'aide des gens. Pour ceux qui passent, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Franchement, c'est inacceptable. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Sam, si tu vois les photos là, même si tu regardais tes larmes n'importe où, tu vas couler. Parce que moi qui parle là, je veux aussi venir en aide à cette dame. Parce qu'elle souffre énormément. Comme je vous parle là, ça ne va vraiment pas. Alors, si vous me voyez parler, ça veut dire que c'est jusqu'ici, alors si vous avez pu reprendre vos esprits, M. Songor, est-ce que vous pouvez nous dire si jusque-là, vous n'avez pas pu obtenir de vrais soutiens de la part de quelques âmes de bonne volonté autour de vous? Je vais dire que la famille de mon épouse, qui a aussi déjà écrit pour demander que le DG des ADC s'occupe de leur fille, m'a beaucoup assisté. Ma propre famille m'a beaucoup assisté. C'est pour cela que j'ai pu tenir. Sinon, on serait mort depuis. Nous avons pu faire 6 chimiothérapies. Nous avons fait plusieurs examens. Là, nous sommes à bout. On n'a plus rien. Mes enfants ne peuvent même plus manger à la maison. Je rappelle qu'il y en a 4 ou 5 enfants. J'ai 5 enfants. 5 enfants, oui. 5 enfants que vous voyez. Vraiment, je ne sais même pas. La rentrée scolaire, c'est dans 2 mois. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis dépassé. Dites-moi, au sein des ADC, c'est pas quand même tout le monde qui est contre vous. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contrepoids au sein des ADC pour ramener ce directeur à l'ordre? Ce directeur, hein? Il y a eu des contrepoids. Ne vous me prenez pas. Il y a des gens qui ont essayé de parler. Il les a tous mis hors d'état de nuire. C'est-à-dire, il y a des responsables de syndicats. Oui. Il y a des responsables de syndicats qui avaient même des postes de responsabilité, qui ont essayé de parler. Il les a enlevé les postes de responsabilité dont j'étais le nom ici. Donc il est tout puissant. Si vous parlez aux ADC, il vous met hors d'état de nuire. J'ai plein de collègues qui ont été licenciés avant moi. Ils sont là. Aujourd'hui, c'est ma goutte d'eau. Non, je suis la goutte d'eau qui déborde le vase. Il a fait du mal à beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Aujourd'hui, il est à la tête des ADC, ça fait combien de temps? Depuis beaucoup d'années, il est à la tête des ADC depuis plusieurs années. Alors moi, ce qui me gêne beaucoup dans l'histoire, c'est que, puisqu'on parle quand même du métier de l'aviation, les profils compétents sont rares. Ce personnage à côté de nous, ici aujourd'hui, est major de sa promotion. Formé à Nice, dans le sud de la France, on ne peut pas s'en séparer n'importe comment. Assistant mécanicien, je sais ce que c'est. Ça veut dire que si ce bonhomme avait voulu, peut-être aurait trouvé son travail là-bas à Air France KLM ou dans d'autres compagnies. Mais il dit, mon pays, on m'a envoyé, je rentre. Et quand vous avez donc cet sort ici, c'est pour ça qu'on ne cessera jamais. C'est de la même manière que je disais toujours à l'entame de l'émission. Quand M. Tonet dit « je vais licencier les délégués personnels », alors que le licenciement des délégués personnels requiert l'avis du ministre en charge du travail. Le ministre leur dit « vous n'avez pas raison de les licencier, je vais les licencier ». Voilà, nous avons donc comme ça... du travail. Non, mais quand vous avez affaire, je peux parler à un directeur puissant. À un directeur puissant, il faut plutôt remonter toutes les ramifications des gens qui l'ont nommé là. Pour savoir qui le soutient en haut lieu, parce que c'est ça. L'un homme ne peut pas se retrouver à faire n'importe quoi, n'importe comment, sous réserve de son explication dans tous les cas, faire n'importe quoi dans ce pays. Commençons au cours de cette émission par adresser le message directement au ministre des Transports. S'il ne regarde pas l'émission, il va bien falloir qu'il soit informé de cette question. C'est lui d'abord la tutelle des ADC. Absolument. Et c'est lui qui avait d'abord nommé également une dame à la tête de l'autorité aéronautique. Un homme qui ressemble d'ailleurs étrangement au directeur, justement, parce que elle s'appelle Assoumou. Voilà, et le directeur aussi s'appelle Assoumou quelque chose. Voilà, je voudrais dire qu'il y a quelque chose de plus grave. J'ai travaillé sur l'avion. J'étais le responsable de l'avion du président de la République lors de la pose de la première pierre sur le pont du Vouri. Aller-retour. Donc je dis que si j'ai été choisi une fois de plus,
c'est parce qu'on savait que j'étais compétent. Alors c'est dans cet état d'esprit de frustration, c'est dans cet état d'esprit de peur, c'est dans cet état d'esprit de douleur que je travaillais sur l'avion du président, du numéro 1 du Cameroun. C'est dans cet état d'esprit-là que je servais mon président de la République. Mon président, si vous m'écoutez, papa, comment je peux souffrir comme ça? Je peux avoir des hautes responsabilités dans ce pays. Travailler sur les avions militaires, travailler sur les grands avions dans ce pays, Air France et tous ces avions, travailler sur Cameco, travailler partout. Comment ma femme peut mourir comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc la tragédie du cas de Claude Gaston Senghor aujourd'hui en exclusivité sur le plateau du Zénith qui décrit sa propre histoire qui est triste, qui nous donne à nous-mêmes les frissons. On va aller vers la fin de cet entretien s'il y a les toutes dernières questions. Oui, la dernière, c'est plutôt la question de réconfort. Est-ce que vous ne cherchez pas, malgré cette douleur, cherchez à avoir, parce que les ADC vont, comment je vais dire ça, vous barricader dans tout le pays et chercher, c'est vrai, madame est malade, mais chercher un point d'appui quelque part avec des connaissances que vous avez. Parce qu'il faudrait quand même que les enfants vivent, vous vivez, que les enfants aussi aient à peu près une bonne éducation. Je vais vous répondre que ce qui me tient, c'est la foi. J'ai la foi. Peut-être je ne suis pas trop croyant, mais j'ai la foi. On dit que la foi peut déplacer les montagnes. J'ai la foi. Ceux qui voient sur Facebook, ceux qui voient maintenant ici à Equinox, beaucoup, je sais que certains vont essayer de me contacter. Les Camerounais n'ont pas le cœur dur. Les Camerounais sont des gens qui ont des âmes sensibles. Je sais que les gens vont compatir. Je sais que peut-être le président de la République, s'il me suit, et la première dame, il y aura, le monde entier me suit. Et j'ai espoir. J'ai espoir. Quelqu'un ne peut pas décider de me ternir mon image et de finir ma vie ainsi. Dieu existe. Absolument. Alors, dites-moi, vous étiez censé prendre la retraite, vous étiez proche de la retraite ou bien... ça, non, je veux comprendre. Vous savez, les prétextes ne manquent pas. Non, alors, j'ai 39 ans. 39 ans. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous faire mal. Vous savez que la dot n'est pas facile en Afrique. Ouais. Ça fait seulement 1 an que j'ai épousé mon épouse. Ouais. Ça fait 1 an, vous voyez. Je n'ai même pas le temps de jouir de mon mariage. Et je commence à courir partout avec le cancer des seins de mon épouse. Vous voyez? Alors, ça suppose que votre problème vient du fait que vous avez voulu faire votre travail face à un monsieur qui voulait que vous fassiez ce que lui, il voulait, si je comprends bien. Oui, parce qu'il a sûrement quelque chose à gagner pour que je ne fasse pas mon travail, je ne sais pas quoi. Alors, en quoi est-ce que le non-respect d'une norme peut-être, par exemple, exposer un avion, un atterrissage, je ne sais pas quoi? Parce que je ne maîtrise pas bien ce domaine. Entre parenthèses, une compagnie aérienne m'a adressé une lettre de félicitations. Ouais. La compagnie s'appelle Askai Airlines. Le commandant de bord s'appelle Boustani. Non, je veux dire... Je veux dire que... En quoi est-ce que... Je veux dire que quand l'avion Askai Airlines avait atterri, j'avais été le premier à découvrir qu'il y avait eu un impact oiseau lors de l'atterrissage sur l'aéroport de Douala. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un check avion. Ouais. On vérifie un avion. Ouais. C'est nous qui avons la responsabilité sur un avion quand il est posé au sol après l'homme de la tour de contrôle. Et c'est nous qui relâchons l'avion pour que l'homme de la tour de contrôle reprenne l'avion. Alors, donc vous voyez... Donc c'est vous qui avez le nœud central. Nous avons la responsabilité sur un avion. C'est pour cela que je vous dis que j'étais le responsable de l'avion présidentiel lors de la pose de la première pierre. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a des cas où un avion, le train ne parvient pas. C'est nous qui disons au commandant de bord ce qu'il doit faire. On représente les yeux du commandant de bord au sol. Nous sommes les seuls. L'homme de la tour de contrôle et l'assistant mécanicien avion que je suis, c'est nous seuls qui donnons les instructions. Qui vous a remplacé? Qui vous a remplacé? Qui vous a remplacé? Qui a remplacé une compétence comme vous maintenant? Nous sommes à Douala, nous sommes peut-être 17 personnes et il y a d'autres collègues qui travaillent là. Je vais vous dire que mes collègues ont mal. Ils m'appellent tous les jours, ils ont mal. Il y a d'autres, je ne suis pas seul à Douala, au poste de service de Douala, il y a d'autres qui sont là, qui travaillent. Mais vraiment, s'il vous plaît, votre question, il y a un détail que j'aimerais dire. On a terminé, oui, concluez. Votre question là, il y a un détail, reprenez là s'il vous plaît. La question est-ce que à ce niveau... En quoi consiste notre travail consiste à faire venir, à assurer la sécurité ponctuelle d'un avion au sol pendant son arrivée et départ. Merci. Mais Guy, juste une contribution de téléspectateurs. Oui. Il y a
Laetitia qui demande un numéro de téléphone pour faire justement un Orange Money à monsieur. Voilà, votre numéro de téléphone, on devait... Un Orange Money à monsieur. Voilà, votre numéro de téléphone, on devait d'ailleurs sortir par là pour qu'on puisse vous contacter. Le numéro de téléphone de monsieur Songo, rapidement. Mon numéro de téléphone, Orange Money et Contact, c'est le 697 21 36 90. 697 21 36 90. Merci beaucoup. On a terminé l'entretien de ce jour avec le sieur Claude Gaston Songo, ancien employé des aéroports du Cameroun, injustement limogé et dont la famille souffre aujourd'hui. Ses 5 enfants et son épouse Dame Etundi, épouse Songo, donc avec leurs 5 enfants. La dame est atteinte gravement d'un cancer en phase terminale. L'infortuné sur ce plateau ne parvenant pas à rentrer dans ses soins, il crie à l'injustice et interpelle les plus hautes autorités de la République puisqu'il a servi le Cameroun dans son poste étant l'un des meilleurs dans sa catégorie. Merci beaucoup, on prend la pause et on se retrouve pour la deuxième partie. Sam Sévéran va privilégier les messages qui sont relatifs justement à l'histoire de monsieur Songo. Donc on a un qui nous demande de contacter, qui demande à monsieur Songo de contacter l'ONG, le petit Paul Eric Kingué, qui gère tous les problèmes d'injustice au Cameroun. C'est une organisation non gouvernementale qui a sauvé la vie pour un problème de terrain à celui qui nous envoie ce message. Il avait tous ses papiers et un individu voulait le lui arracher ce terrain-là par la complicité, voilà, avec la complicité de la justice. Donc les numéros de téléphone, je ne sais pas si on peut les relever. 6 74 43 76 76 et 6 94 66 43 53. Voilà, donc ça ce sont les numéros de l'ONG en question. Oui, de Paul Eric King. Très bien, de toutes les façons, on va les rappeler avant la fin. La suite donc la suite des messages qui nous dit, c'est un message d'encouragement à monsieur Songo. Beaucoup de courage à vous, monsieur. Par des prières, je vous soutiens. Je suis juste étudiante, mais j'espère que mes prières porteront leurs fruits. Beaucoup de courage. Voilà. Très bien. J'espère qu'il en aura, puisqu'il en a vraiment besoin. La suite des messages, Megui. Voilà, un autre message qui nous dit « Bonjour, pour aider monsieur Songo à propos du cancer de son épouse, je peux lui conseiller à son épouse de boire 2 litres de jus de carotte naturel tous les jours pendant 8 mois, extrait avec des machines vendues dans les supermarchés. Donc... Voilà, pourquoi pas, ça oui, peut être une solution. Des solutions naturelles, voilà. Donc, un autre message, bon, c'était celui qui nous demandait de demander à M. Songo de communiquer son numéro de téléphone, qu'on va d'ailleurs rappeler. Donc, si vous voulez faire un Orange Money à M. Songo, vous envoyez vos messages au 6 97 21 36 90. Je répète, 6 97 21 36 90. Voilà, c'est affiché sur le bas de votre petit écran. Voilà, merci beaucoup. On va revenir lire les messages dans la suite de ce programme. Le temps de faire intervenir un de nos partenaires. Parce qu'il y a du lourd, du très lourd même, ce week-end à l'espace Sansa Night Club de Douala. Et nous allons aller recevoir tout de suite et maintenant le communicateur qui est accompagné d'un des artistes invités pour l'occasion et qui nous arrive de Côte d'Ivoire. La Sansa Night Club présente DJ Kekivara, remue la bouteille. DJ Kekivara en showcase à la Sansa Night Club vendredi 7 juillet 2017 à 22h. Sansa Night Club Douala, elle croit derrière le classique moderne. Allez, remue la bouteille, oh, hey, ah. Je confirme ma présence et le vendredi 7 à la Sansa de Douala, toujours au Cameroun. Reza 696 1603 693 52 52 94. Bon, voilà. Voilà, Bertrand Lee, bonjour. Bonjour Sam, à tout le panel, bonjour. Alors, d'abord, j'ai envie de vous demander comment vous allez faire pour contenir tout ce beau monde et déjà, comment avez-vous fait pour réussir à faire venir au Cameroun celui-là même
qui a contribué à déchirer les danses floor au Cameroun et dans toute l'Afrique. Ah oui, il faut le dire ici, hein. C'était pas facile parce que nous essayons de happer DJ Kedjevara. Il était en tournée européenne. C'est depuis la scène de Suisse, voilà, partie de France pour la Suisse, qu'on a pu mettre la main sur lui et qu'il ait eu quelques jours de disponible et qui, à la fin, a dit oui, je viendrai au Cameroun. Quelquefois, j'y suis venu à Yaoundé, mais pour la précision de Douala, je ferai un effort de pouvoir faire le déplacement pour servir les mélomanes et mes fans de Douala au Cameroun. Voilà, il a donc eu ce OK, bien sûr, du PDG de la Sanza, du groupe Sanza, monsieur Honoré Ngueta, et voilà, il est bel et bien là. Il a fait un tabac, un carton plein du côté de la Sanza Nightclub de Yaoundé, Monté, Elik et Sono, et le remake, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez ce matin, c'est aujourd'hui 22h, ça... Tenez-vous tranquille, nous ferons un effort de pouvoir contenir toutes ces personnes-là qui fassent le déplacement, qui aiment ces chansons, qui l'aiment personnellement, lui, DJ Kedjevara, et il a fait la promesse d'être sur ce plateau. Il est bel et bien là. Il a également fait de la promesse des poses photos avec ses fans. Il le fera parce que c'est quelqu'un de humble. Il est parmi nous ce matin, la preuve. Voilà, la preuve, on lui passe le micro rapidement à vos côtés. Monsieur Kedjevara, bienvenue, bonjour, bienvenue sur Equinox. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour à vous. Tout d'abord, je tiens à dire Yako à l'invité de tout à l'heure, qui a sa femme qui a atteint du cancer. Bon, je ne suis pas venu en position, mais je vais faire un geste tout à l'heure, je vais lui donner au moins 100 000 francs. Je lui donne la somme de 100 000 pour gérer ce mouvement. Maintenant, voilà, après Abidjan, on va garder le contact. Je vais aussi envoyer quelque chose. Voilà. C'est bien que ça, papa. Tu es un homme au grand cœur. Moi, mes disais, c'est au genre de bien, on croyait qu'il manquait. Mais tu aimes surtout ces musiques. Ces musiques jusqu'à quand on va secouer la bouteille. Non, ouais, alors ça, tous les Africains maintenant. Carton, hein, vraiment. Alors, tous les Africains qui veulent boire les c'est vrai qu'on n'est pas disons tout, mais permettez, je demande d'où vous est venue l'inspiration de cette chanson telle qu'elle se produit aujourd'hui, qui réussit toujours jusqu'en 2017 à faire chavirer tout le monde. Et laquelle des chansons, parce qu'il y a eu Tchoukou, Nongo. Non, remuer la bouteille là. Ben, remuer la bouteille, j'ai voulu faire un morceau comme un morceau d'anniversaire, parce qu'à chaque anniversaire, on chante joyeux anniversaire. Un morceau de festivités, de fête. À chaque fois qu'il y a l'ambiance, on remue la bouteille. On soulève les verres. Donc j'ai eu l'idée comme ça de faire une chanson dessus, remuer la bouteille pour dire voilà, c'est pas forcément la bouteille d'alcool, et même de l'eau. Donc Dieu lui a donné l'inspiration. Voilà, vous n'avez pas été surpris par le succès de cette musique-là? Pas du tout, parce que c'est pas mon premier succès. Moi, mon premier succès, c'est depuis 2006-2007 avec Sarah va danser, Sarah va bouger. Donc, je suis un peu habitué au succès aussi. Ah, donc c'est toi qui avais chanté l'autre là. Ouais, j'ai dansé la chanson là, ça m'a déchiré 3 pantalons sales. Ça là, on danse. Allez, ya, Shigange, Doma Kedjevara, Talabisogo, Nago, Nagena, Kimbreke de Timbroko, Doko, Timbreke de Sing, c'est le Congo, Sarah va danser, Sarah va. Aïe, aïe, Shigange, Doma Kedjevara, Boroko, Domubile, yo, Douin. Et le nom Kedjevara, c'est artistique ou bien c'est votre nom de famille? Non, c'est un nom artistique. C'est pas mon nom de famille, c'était Che Guevara à l'époque, mais après on a changé, c'est devenu Kedjevara. Voilà, c'est ça. Et à l'intention donc du grand public de Douala, ce sera la dernière question qui viendra forcément en grand nombre après les séances photos. En termes de spectacle, qu'est-ce que vous promettez? Ben, j'invite tout le monde, c'est ma première fois à Douala. À Yaoundé, j'ai été 2 fois, ici c'est la première fois. Donc c'est un plaisir, c'est beau, c'est joli, c'est bien. Il faut venir nombreux. Parce que d'habitude, quand on vient ici, c'est pour des salles et autres. Mais là, la Sanza m'a déplacé spécialement pour jouer en boîte. Félicitations. Donc, c'est pour dire qu'ils sont prêts pour leurs clients. Il faut venir, on va communier ensemble, on va faire des photos. Voilà, parce que les autres qui me voient à la télévision seulement, il faut qu'on soit proche. Aujourd'hui, c'est l'occasion, parce qu'après aujourd'hui, c'est dans peut-être 1 an encore, vous voyez, non. Ils vont te toucher, et le Cameroun, c'est ton deuxième pays. On a compris. Alors Bertrand Lee, vous allez reprendre le micro pour un mot de fin tout juste, mais
vraiment, les téléspectateurs m'en voudraient dans cet espace si Monsieur Kedjeveral ne nous fait pas un petit truc de tourner la bouteille. Il va remuer la bouteille en acapella pour... il va remuer la bouteille en acapella pour la preuve, n'est-ce pas, de sa personnalité et bien sûr de son vocal. Alors ne manquez surtout pas, je tiens toujours à le dire, appelez pour des réservations pour pas arriver à ne pas trouver des places assises, car autant d'artistes y sont venus et pour ceux qui ont voulu faire le témoignage du sur place, ont vécu l'événement à l'extérieur au lieu d'y être dans la place pour toucher du doigt cette réalité. Alors appelez pour des réservations, mesdames et messieurs. Le spot lui passe en boucle sur notre chaîne partenaire Equinox et vivement que vous soyez comptés parmi ses clients de ce soir. Alors il va vous faire un acapella pour donner confiance. Juste en quelques secondes, Kedjeveral. Yes. Ici chez nous il y a le chaud, le pays du pain où fouet bois. Ici chez nous il y a le chaud, le pays du café caca. On n'est pas premier pour rien, c'est pour ça que t'as rien vu dedans. Ils nous ont envoyé Domolo, on a pris beaucoup PDK. Ils nous ont envoyé Azoto, on a pris beaucoup sagacité. Ici à Babi Bougie peut devenir lampadaire, tu vas rien voir dedans. Allez remue la bouteille, oh. Ici c'est whisky à gogo, toutes les meufs sont validées. Equinox c'est à part son deux. Alors le rendez-vous ce soir va venir non plus, on va s'enjailler. 22h, merci beaucoup, c'était la Sanzanat. Kedjeveral, remue la bouteille. Allez remue la bouteille. DJ Kedjeveral en showcase à la Sanzanat Club vendredi 7 juillet 2017 à 22h. Sanzanat Club Douala, quoi derrière le classique moderne. Allez remue la bouteille. Je confirme ma présence et le vendredi 7 à la Sanza de Douala, toujours au Cameroun. Reza 697 1603 693 52 52 94. Tu as ça là? Voilà, merci beaucoup. Donc, on va poursuivre le programme avec la revue des réseaux sociaux au pas de course avec vous, Megui. Voilà, merci Sam. La première émotion passée après cette histoire dont maintenant on peut vous livrer ce qui se dit sur les réseaux sociaux. En première actualité ce matin, on va parler de la révocation du magistrat Pascal Manyang Mabé. Donc le président de la République a signé un décret ce 6 juillet 2017 qui revoque du corps de la magistrature Pascal Manyang Mabé, magistrat du 4e grade. Voilà, dans cette décision du chef de l'État, il est dit que ce juge rendu célèbre par des affaires de détournement de deniers publics qui ont vu plusieurs pontes du régime trentenaire de Biya être emprisonnés, est lourdement sanctionné pour extorsion de propriété à des dames héritières d'une succession et appropriation d'une partie de fonds et vente de la caféière de la dite succession. Voilà. Voilà, pour le cas du magistrat de 4e grade, effectivement, la photo tout à l'heure, c'était plutôt le délégué du gouvernement de Yaoundé, on va en parler bien après. Mais Paul Biya a bel et bien signé ce décret de révocation rapidement. Bombok, une appréciation sur cette information. Et très bonne décision, Sam, pour une fois, une fois n'est pas coutume, j'apprécie le chef de l'État de l'avoir fait, mais j'ai dit, c'est venu tard, mais peut-être vaut mieux tard que jamais, et je voudrais, il a dit un seul mot, continuer, je voulais qu'il continue dans ce sens-là pour révoquer les magistrats verrez Sam. C'est une succession, un magistrat qui s'accapare d'une succession de dames, s'approprie de biens et vend même une partie, ce n'est pas normal. Et l'autre chose, je termine par là, il a envoyé des gens à Koundengui et ces femmes ont la possibilité d'ester en justice. C'est même d'ailleurs pour cette raison que le chef de l'État a tenu à donner les motifs pour lesquels il révoquait ce magistrat. Donc les femmes ont le droit maintenant d'ester en justice. Contre ces derniers. Contre ces derniers. Et maintenant on verra donc si ses anciens collègues vont prononcer la décision qu'il enverra à Koundengui. Donc la réponse du berger à la bergère, le retour de l'ascenseur peut-être pour cet homme qui a était le bourreau de quelques dignitaires du régime dans le déclenchement de l'opération. Et dont le bureau était appelé Guantanamo. Voilà, c'est ça. Charles Amel Macho. Vous voulez qu'on parle de la terreur?
Parce que c'est comme ça qu'on le surnommait de ce côté, que ses collègues l'appelaient. La terreur, celui qui, sans aucune embâche, s'est permis de lâcher « j'emprisonne les ministres dans ce pays ». Rappelons-nous que le premier cas qui avait sonné un peu gauche à l'oreille du chef de l'État, c'était le fait pour lui d'avoir demandé au délégué général de la Sûreté nationale de retirer le passeport de Marafat Hamidou Yahya, à l'époque ministre d'État et de l'administration territoriale. Ça avait tiqué. Il aurait fallu que le chef de l'État lui-même intervienne pour qu'on restitue, mais là, c'était pas bien mauvais. S'il faisait bien son boulot, à un moment donné, un ministre d'État en fonction, c'est lourd, Sam Séverin. C'est très lourd. Alors, il faudrait dire, Sam Séverin, qu'après la lettre de récusation qu'avait, n'est-ce pas, émise à Marafat Hamidou Yahya, l'accusant, parce qu'il semblerait qu'il avait demandé avoir une rencontre avec Marafat Hamidou Yahya et que s'il était compréhensif, entre guillemets, pour citer cette lettre, compréhensif, beaucoup de choses pouvaient être arrangées. Déjà, c'est un homme dont on n'a pas de photo, c'est un homme dont on ne voit pratiquement, voilà, parce qu'on a déjà trouvé sa photo d'ailleurs. Et il faut dire qu'il a commencé à Mbanga, après Mbanga, il était affecté à Yaoundé, avant d'avoir une affectation disciplinaire dans la zone du Mayo-Sava. Dans la zone de Mayo-Sava, notamment à Mora, où on sait que c'est là où il s'est, dit-on, lié d'amitié avec Amadou Ali, puisque c'est déjà lorsque Amadou Ali devient ministre de justice qu'il prend tous ses ailes, il prend les galons, il prend la force et il commence à menacer. 2011, il se retrouve à enfermer tout le gouvernement, parce que c'est lui qui a coffré tout le gouvernement. Vous pensez qu'il ne recevait pas des ordres? Bon, de toutes les façons, on dira, Charles Abel, puisqu'on court après le temps, qu'il est sorti par la petite porte, mais tendance. Non, c'est pas la petite porte, ça me sévère. Il ne sort pas la petite porte. Plus bas que terre. Moi, quand je regarde sa photo, ça pose le problème de la corruption toujours. Oui, et c'est énervant dans ce pays. Voilà. À la guerre comme à la guerre. C'est comme ça que vous nous menacez. Après, le courant de Dieu vous frappe. Parce que ça, Dieu, ce que tu vois là, il réagit mollo. Hein. Mais ce qui me plaît encore, ce sont ses photos. Pour voir ses photos, il est là comme un inspecteur Colombo, assis à l'angle. Hein, Megui? Donc, comme un inspecteur Colombo, on ne voit même pas trop sa face. Oui, parce qu'il n'a pratiquement pas de photo, c'est pratiquement la seule photo qui est exploitée par tout le monde. Hein. Voilà, très bien. La prochaine information, de toute façon, c'est la justice camerounaise qui est ainsi gangrénée parce qu'il est révoqué pour des faits de détournement, je crois, d'héritage, au détriment de quelques dames de la place qui sont donc maintenant qui ont vocation à porter plainte contre ces derniers finalement. Voilà, la prochaine. Voilà, sur la toile, on parle également du délégué auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Timi Mvuna, qui donc intimide le nouveau maire de Yaoundé 6 en la personne de Jacques Yoki Onana, qui succède à Paul Martin Lolo, de regretter mémoire, dont Jacques Yoki Onana a reçu le 5 juillet dernier par exploit d'huissier une demande d'explication du délégué permanent du comité central du RDPC pour le département du Fondi. Dans cette missive, le super maire de Yaoundé déverse sa bile comme, je le cite, « Comme vous l'avez déjà fait le 9 juin 2017, une fois de plus, le 23 juin 2017, vous vous êtes obstiné lors du vote de l'exécutif communal à maintenir votre candidature au poste de maire alors que le RDPC, dont vous êtes par ailleurs un responsable, ne vous y avait pas investi. » Donc cette sortie de Ntimi Mvuna fait suite à la déculottée électorale subie par Esther Ifa, qui serait sa protégée. Voilà, c'est une affaire bien grave en République pour au moins deux raisons. D'abord parce que ça pose un problème de démocratie et de respect des principes, même qui sont apparents là-dessus. Le vote dans l'exécutif communal ne dépend pas de l'état-major d'une formation politique. Mbombo Mbengan, première lecture donc de ce qui arrive aujourd'hui. C'est une guerre de réseau, c'est quoi? On peut parler de quoi? C'est une guerre de réseau, Sam, une guerre de réseau fortement, et qui voudrait effectivement piétiner sur les principes de démocratie dans un pays. Comment le code électoral, la loi dit que l'exécutif communal est voté par les conseillers municipaux. Donc, et là, le préfet, je le condamne pour... il a bien fait d'ailleurs de relever l'attitude du préfet le 9 mai. C'est-à-dire, le préfet n'a pas voulu se fier à la loi. Il s'est fié aux instructions du RDPC. Là, et on verra maintenant si la même administration territoriale va déchoir le maire élu. Parce que par la suite, la plupart des conseillers ont choisi M. Yoki Onana pour devenir le nouveau maire. Absolument. Et on verra donc même l'administration territoriale est prise là au piège. On verra puisque
il va répondre à la demande d'explication. On va sûrement demander qu'on le destitue. Est-ce que le préfet de Mfundi va donc exécuter? Et là, on verra. Et là, également, moi je dis, ce maire élu devrait rester là, quitte à subir dans les prochaines investitures, c'est qu'on subit les Ikindi, les Milachout et autres. Et on verra en définitive que l'RDPC... Charles-Amène Bachou, M. Timevona agit ici en qualité de représentant dans le fond du comité central du RDPC. Donc, il envoie une demande d'explication à un maire déjà élu après coup. Quelles sont les chances de son action pour qu'elle puisse prospérer? Sam Sévérin, lorsque vous parcourez cette DE, cette demande d'explication, c'est sur un ton martial. C'est comme s'il grondait son petit frère. Parce que regardez les mots qu'on emploie à l'intérieur. C'est comme s'il est le tout-puissant dans une ville. Hein? Dans une ville comme Yaoundé, où il croit être le tout-puissant. C'est vrai qu'à un moment donné, marcher avec son cercueil, on a accepté. Il a pris certaines décisions, on a accepté, mais quand même qu'il n'oublie pas qu'avant lui, il y a des gens comme Emma Basile. Avant lui, il y a eu des gens comme lui qui ont travaillé dans cette ville et qui n'ont pas été aussi... Il pense dans sa tête, comme il est le super maire délégué du gouvernement, c'est lui le patron. C'est ça que je suis en train de dire. Il a l'impression que c'est tout. Et cela démontre, et je vais le dire aujourd'hui officiellement, merci à vous, Jack Boa, Timevona, de nous avoir démontré que la voix du peuple ne compte pas. La voix du peuple ne compte pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous savons, j'invite tous les gens à garder ce document, nous savons aujourd'hui que c'est vous qui cooptez. Donc on est maire parce qu'on a été coopté, raison pour laquelle, parce que vous êtes positionné, vous ne savez que l'intérêt de celui qui... Non, ça a commencé avec M. Eyebe ici, qui avait été désigné comme membre du comité central pour aller superviser cette élection. Il a reçu un camouflet une première fois parce qu'il voulait à tout prix imposer Dame Esther. Je ne sais pas ce que cette dame représente là-bas, on parlait beaucoup d'elle. Elle était première adjointe. À la deuxième occasion, les conseillers majoritairement RDPC, c'est eux qui ont choisi de voter Yoki. Donc ça crée même un schisme à l'intérieur du parti. Ils ont presque perdu, je ne sais pas, la logique des choses. Moi à la place de Yoki Onana, je ne répondrai pas. Voilà. Je le dis, je ne répondrai pas. De toute façon, il est déjà demande d'explication, je ne répondrai pas. Il est déjà maire qu'il prenne ses... Il est allé jusqu'à virer. Il a viré, je parle de Jack Bawa, il allait jusqu'à virer un adjoint nommé par Paul Biya. Nommé par Paul Biya en 2014. Mais vous vous rendez compte dans ce pays, c'est un peu comme on parlait tout à l'heure du directeur général des ADC. Mais c'est lui qu'on appelle Jack Bawa, non? Oui, oui. Ah, voilà. On avait dit qu'il marche avec son cercueil sur la tête. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, c'était dans sa voiture. Il disait si on le tue, on met dans le cercueil une fois. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que moi aussi je voulais dire. Donc ça veut dire qu'on passe à autre chose. Voilà. Maintenant, ça pose aussi le problème des jeunes aujourd'hui qui ont de la peine à pouvoir s'imposer. Pourquoi fait-il tant peur, Jacques Onana? Bon, on dit même qu'il est jeune, je ne sais pas, il a la quarantaine, je ne sais pas trop. Donc on ne veut pas voir un maire, même s'il vient des rangs du RDPC, avoir un certain âge. Il nous l'a dit toute sa vie durant, paix à son âme, Sam. Il en pleurait. Et jusqu'aujourd'hui, Sam, le bureau de l'OGRDPC élu en décembre 1996 reste en place. Or, dans les tests, on est jeune à 35 ans. Vous allez donc me dire que ce gars est élu, même s'il avait 10 ans. C'est la guerre entre les conservateurs et les progressistes. Yoki Onana est un progressiste, tandis que ces messieurs-là sont des conservateurs. Voilà, vous ils veulent conserver ce qui devrait progresser et avancer. Bon, voilà, donc ça devient donc une guerre de réseau. Donc à vous, jeunes gens du RDPC qui voulaient faire avancer votre parti, de vous ériger contre cette classe ou cette race, cette caste de conservateurs incarnés par Gilbert Timevona qui ne veut pas vous voir évoluer. Voilà. Dernière information dans cette revue. Voilà la dernière information. Donc, on va parler de la nomination de Jérémy Sorel Njictap comme nouveau représentant de la FIFPro, s'entend Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels pour la zone Afrique lors du congrès qui a eu lieu à Accra. C'était le 6 juillet 2017. Il occupera donc cette fonction pendant 4 années. Voilà, on commence par Mbombo qui maîtrise bien le dossier. Belle ascension, Sam. Et là, c'est donc la preuve que lorsque Nditap, à l'époque on appelait l'association de footballeurs camerounais, lorsqu'il a adhéré à cette association, il n'y est jamais sorti. Et surtout, il a été même du vivant de Mayebi vice-président de l'association. Et c'est d'ailleurs lui qui a représenté le footballeur camerounais lors de l'inauguration du siège à Yassa en mai 2008. Et à ce moment, il ne l'a pas dit parce qu'il est sournois, il est calme, mais
c'est lui qui a offert les premiers ordinateurs à l'AFC à l'époque. C'était un grand financier, effectivement. 3 ordinateurs, une imprimante et un scanner, Sam. Et bon, il avait l'habitude de dire non, moi je ne fais pas de bling-bling, le donneur universel est derrière. Bon, je ne sais pas de qui parle. Donc, j'ai vu dire que ça a mené les staffs de football camerounais à l'amener aujourd'hui au comité exécutif de l'Africa Foot. Et là, je pense qu'il va siéger au bord de la FIFPro. Une très belle ascension, Sam. Voilà, FIFPro Division Afrique, c'est donc pour dire, il est le porte-parole, le porte-voix des footballeurs professionnels africains, parce qu'en réalité, la FIFPro, c'est le syndicat mondial des footballeurs. Il a trouvé là, vous permettez, Abdel Ghani, il les a trouvés là-dedans, les Abdel Ghani, les Mustafa El Adawi. Tout à fait, peut-être même les Mourad Mazar, les Africains. Mais lui, quand il vient et qu'on porte le choix sur lui, ça veut dire, comme vous disiez tout à l'heure, que les El Adami ont su que voilà un jeune qui a de l'avenir, on lui donne. Il y a même Cyril Demoro de Côte d'Ivoire qui est à la tête de l'association des footballeurs de son pays qui pouvait être élu aussi. Donc bravo, c'est un Cameroun qui gagne à travers Nditap, Charles Armel, parce qu'ancien international, ancien pensionnaire de l'école des brasseries du Cameroun. Il a joué au Real de Madrid, il a joué à Chelsea. Il est très proche de l'actuel président de la FIFA, donc c'est un fabuleux destin pour lui. Mais Sam, on peut pas parler le financier qui est derrière. Wait and see. Très bien, tendance, tu continues à parler, Jérémy. Oui, comment Jérémy Diop désiré. Non, Jérémy Diop. Je confonds. Mais il faut arrêter pas beaucoup. Hein, mais c'est que, non, c'était un homme, tu sais que l'argent, c'est les pièces qui font les bruits, non? C'était un homme de là où c'est important et nécessaire. Il donnait, mais il n'appelait pas les médias pour qu'on vienne filmer, pour trop faire sa publicité. C'est comme ça qu'un homme doit dépenser. Alors, mais pour Nditap, on dirait que l'argent appelle l'argent. Non seulement il a épousé la fille du milliardaire. C'est que les Camerounais aiment dramatiser les choses. Il allait où non, Tana, vous voulez dire quoi, monsieur Mbachou? On reviendra sur ce sujet. Il faut un mois. C'est dit non. Il ne faut pas un mois. On reviendra sur cette affaire. Moi, je l'apprécie parce que c'est un homme qui les fait. Félicitations pour l'heure. Mais oui, dans un mois. Lui, il ne fait même pas trop. On vous comprend. Merci beaucoup. C'était donc la dernière information. Merci à vous surtout, Megui, qui avait fait ce joli travail. Voilà. Merci, Sam Sévérin. Voilà, on passe à la prochaine articulation et c'est interpellation. Bon, pour qu'il y ait développement et progrès, il faudrait que la jeunesse, dans l'ensemble, essaie déjà de modifier sa mentalité. Accepter de se mettre résolument au travail. Et ne pas juste jeter le propre aux autres. Parce qu'on croit que le travail des autres est toujours facile. Et comprendre que tout ce que nous avons comme mal n'est pas forcément endogène. Ça peut être également exogène. Venant également de l'extérieur, parce que de l'autre côté, on fait également tout pour pouvoir nous bloquer de pouvoir émerger. Et quand quelques-uns de nos dirigeants essaient de vouloir débloquer la situation, soit ils finissent par, comme on connaît, comme les Ounyobe, les Moumiers, les Wandje et tout ce qui est autour. Et qu'on comprenne qu'on peut également exploiter le peu de culture qu'on a. Donc je vais dire la culture, le climat, parce que nous avons un climat favorable à tous les niveaux. Et ne pas se projeter forcément comme l'occidental, être un peu africain. Parce qu'on a également les atouts. Parce qu'être développé, on ne veut pas forcément dire rouler toujours dans les grosses voitures. On peut avoir sa petite maison, sa petite famille, vivre ce peu de bonheur-là et savoir qu'on n'aime pas les dans son pays. Et demander aussi à la jeunesse de se mettre franchement au travail et oublier un peu la loisivité. Ne pas se lever le matin, passer aux commentaires qui ne peuvent pas te faire avancer, perdre la journée et passer le temps à dénigrer les autres. Voilà, je crois qu'il a su résumer sa pensée. Hein, oui, Sam, mais il a parlé beaucoup. Moi, je vais m'attarder sur l'extérieur qui nous empêche le développement, Sam. On parle bien de l'agriculture, on parlait de l'élevage hier, mais il y a une loi américaine qui s'appelle Agricultural American Act. C'est ça qui interdit systématiquement à nos États de subventionner nos agricultures. Si en plus de ça, on ajoute ces accords de coopération-là qui nous bloquent,
Effectivement, il y a comme si les multinationales et la coopération internationale empêchent aux pays africains d'évoluer. Maintenant, si vous essayez de vous émanciper comme Gbagbo, on vous tire dessus. Mais comme il dit également, ça ne devrait pas nous amener à l'oisiveté. On doit savoir que ça existe. On se bat et notre développement, ce n'est pas le grosse voiture. Si on se bat pour vivre bien avec sa famille, avec sa petite plantation, je pense qu'on commencera par là. Je crois qu'il a parlé aussi des gens qui passent le temps à parler des autres tout le temps, à jouer aux cartes aussi. Justement, il a évoqué ces jeunes-là qui devraient plutôt se mettre au travail au lieu de se verser dans la calomnie. Voilà, dans la calomnie, chercher à détruire les autres. C'est une très très belle intervention, hein, assez... cosmopolite de ce compatriote qui a évoqué déjà le fait qu'au lieu de toujours critiquer, de toujours voir en les autres l'enfer, il faudrait qu'on puisse se regarder soi-même. Il faudrait qu'on procède à un changement des mentalités sur le plan personnel d'abord au Cameroun avant de chercher à interpeller forcément les autres. Il a parlé bien évidemment de l'influence que pourraient avoir des puissances extérieures par rapport à la gestion même de nos États par nos dirigeants, ce qui est tout à fait vrai parce que selon lui, la politique, aujourd'hui on sait, c'est les intérêts qui gouvernent les actions des politiques. Donc chaque État voudrait être dominant sur les autres, d'où des pressions de tout genre. Il a également fait allusion à... Oui, ces jeunes-là qui devraient mettre au devant le travail et voilà, et ne pas se verser dans la paresse. Et puis... Maintenant, il y en a aussi qui subissent des blocages, peut-être comme notre invité tout à l'heure. Je crois que l'interpellation a évoqué Charles Hamel, le cas de... Alors, Somme Sévérin, en termes de compétences jeunes, il y en a. Le lendemain du lancement du plan triennal, le ministre Moumouna Foutsou avait commis une liste de personnes qui devaient être bénéficiaires de ce plan triennal. Jusqu'à aujourd'hui, plus rien. On ne connaît pas comment se passe le déploiement du plan triennal par région. On ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est devenu une nébuleuse. Cet argent, finalement, va finir comme celui du Piassi et comme celui du Paget, sans qu'on ne s'en rende compte. Donc, c'est des choses que les gens disent. Les compétences, il y en a. La preuve, on a des jeunes qui sont lancés dans les start-up. On a des jeunes aujourd'hui qui font l'effort, Sam Sévérin, de pouvoir réussir. Rappelons-nous qu'entre les années 70 et 80-85, il y avait ce qu'on appelait une brigade, les brigades au niveau du quartier général, qui sillonnaient les quartiers. On attrapait les désœuvrés. C'était les désœuvrés qu'on récupérait quand j'étais dans l'armée. On les envoyait travailler à certains postes de Sam Sévérin. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté cela? Et que chaque année on lance 1000 recrutements, 4000 recrutements. Celui qui travaille on est surpris qu'on a des braqueurs au sein de l'armée. On est surpris qu'on a des braqueurs au sein de l'armée. Donc j'estime à un moment donné qu'il faut qu'on revienne à l'orthodoxie, s'il vous plaît. Qu'on revienne à cette ancienne pratique, qu'on se dise où est-ce qu'on a fauté, où est-ce qu'on a heurté le pied, qu'on s'arrête là. On a eu le cas de M. Songo. Il est sorti d'une brillante école. Il est major de sa promotion. Mais étrangement, c'est le major. Donc, pour dire que dans ce pays, faites l'erreur de devenir normal, vous serez considéré comme anormal. Faites l'effort d'être anormal, vous serez applaudi, apprécié. La preuve, ces directeurs sont là. Voilà le directeur du cinéma, M. Evina, qui est nommé depuis 1974. Il est oublié au cinéma. Voilà, des gens qui font 15 ans. L'autre, Mbemenge, est nommé en 90 ans. Voilà, ils sont là, assis. Vous voulez quoi? Alors, il y a, parlant de recrutement chez les militaires, il y en a un dans l'air. On parle de 7500, dont 5000 dans l'armée de terre et 2500 réservés à la gendarmerie. C'est pour 2018. Si vous êtes intéressé comme jeune Camerounais ayant l'âge requis pour cela, eh bien, n'hésitez pas à tenter votre chance. C'est toujours bien d'aller grossir les rangs de notre armée nationale qui a bien besoin du sang neuf et frais, tout comme les rangs de la police nationale, la direction générale, délégation générale à la sûreté nationale, qui a récemment assuré aussi la sortie d'une des dernières promotions. Il y a aussi un recrutement des policiers dans là. Pourquoi à l'aube de 2018, on veut tant recruter? Pourquoi chaque fois, avant les présidentielles, on recrute toujours beaucoup? C'est pourquoi? Au cas où. Au cas où. Les gars sont en chômage. Voilà le maire de Touroua, le sous-préfet de Touroua, qui a empêché les gens du MLC
parce qu'il venait pour les listes électorales, on a empêché. Mais ça, c'est vrai, finalement, vous êtes contre les recrutements, M. Machou? Contre les recrutements. Je veux qu'on recrute 5000. Qu'on recrute 5000 infirmiers. Pourquoi on ne recrute pas les infirmiers? Voilà, même 10 000 infirmiers. Oui, on parle de recrutement dans la police. Je voudrais juste dire que pour ceux qui voudraient justement rentrer dans ce corps-là, assurez-vous d'avoir les capacités physiques. Surtout chez les militaires. Hein, oui, nécessaire. Parce que je crois que les données sont dépassées pour la police. Voilà, nécessaire parce que ce n'est pas toujours facile au niveau du manœuvrage, ça il faut le dire. On ne les torture pas forcément, mais pour être policier, pour être militaire, il faut bien avoir des capacités physiques. Le fils de l'actuel ministre de la Défense, il était à l'époque gouverneur, il y en a qui est décédé. Il y en a qui meurent. Justement, il y en a qui meurent lors de ces manœuvrages-là. Donc, assurez-vous d'être bien portant, de ne pas avoir d'antécédents médicaux. L'autre jour, Megui, l'autre jour à Moutengue, il y a les policiers qui sont sortis de l'école. Les autres qui n'ont pas eu les galons. Parce que les filles sont allées porter la grossesse là-bas. Les autres hommes qu'on a chassés parce qu'ils sont allés se droguer. Oui. Par contre, ça c'était une belle chose quand même d'écarter ceux qui n'avaient pas... Après avoir reçu la formation, ça a été nul. Ils ont reçu la formation. Ils ont reçu la technique. Et à la fin, vous les mettez dehors. Parce que les gars... Je veux que vous mettez dehors. C'est parce que les gars se droguaient et les filles qui portaient la grossesse. C'est vrai ce que Charles Armel dit, parce que justement dans ces formations-là, on sait que dès le départ, il vous est donné la possibilité de démissionner avant qu'on ne vous apprenne certaines méthodes techniques de l'armée. Mais quand vous savez déjà manipuler les armes, si vous désertez, vous êtes foutu en prison. Voilà, parce que là, il y a des gens qui ont fait leur formation, il y a des filles qui sont sorties et qui sont revenues enceintes, parce qu'on fait des examens, qui sont revenues enceintes, mais qui vont quitter ce corps-là en liberté. Donc, qui les a mises enceintes aussi? C'est une question qu'on peut se poser. Ce n'est pas forcément les formateurs, parce qu'il y en a, ils sortaient. Ils faisaient 2 semaines à l'extérieur. Le règlement intérieur dit que si c'est votre camarade garçon, vous deux, on vous exclut, on vous je n'ai pas dit que ce n'est pas les formateurs, mais je dis... formateurs eux-mêmes. Bon, peut-être. Très bien, ne nous égarons pas, merci beaucoup. On a fait le tour, c'était interpellation. Qui revenait donc sur un ensemble de choses auxquelles font face les jeunes d'aujourd'hui, de la vie même de ce téléspectateur. Et nous allons prendre une deuxième petite pause en version promotion dans la suite de ce qu'on a commencé tout à l'heure autour de la Sanza Night Club, parce qu'il y a une série de programmations pour le week-end et ça concerne également les anciens succès ou bien relevant des artistes qui ont une certaine renommée depuis quelques années au Cameroun aujourd'hui. On en parle. Alors, vous avez pu avoir juste un petit aperçu de la mater qui rappe Beko Sadé, qui sera aux côtés de Jackie Bio. Ce sera ce dimanche 9 juillet. Bonjour. Oui, bonjour Sam, j'interviens parce que, n'est-ce pas, la mater qui rappe nous a rejoint sur le plateau à la sortie, mais voilà, on a tenu à ce qu'elle communique personnellement sur sa programmation de ce dimanche, car elle présentera son maxi single, la mater qui rappe, avec l'invité venu de Yaoundé, Jackie Bio. Voilà, donc la mater, moi j'aime pas beaucoup cette appellation, la mater qui rappe. Bon, c'est Beko Sadé du Cameroun. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour à toute l'équipe là. Bonjour la mater. Alors, je vous écoute tous les jours. Ben voilà, je suis là aujourd'hui pour parler de mon passage à la Sanza dimanche. Et ce sera pas seulement pour les anciens succès, il y a les anciens succès, il y a les nouveaux, puisqu'il y a la continuité. Donc la matière qui rappe, c'est ça, c'est bel et bien là, c'est à vie. Donc, Monsieur Séverin, il faut souffrir de m'appeler. Voilà. Donc, je vous ai d'abord, en premier lieu, amené des billets d'invitation pour vous tous. Merci. Parce que moi, je vous appelle un peu le Parlement à la maison. J'ai dit, tiens, le Parlement. Donc, nous allons donner, Jackie Bio et moi, un show comme d'habitude, parce que nous sommes des artistes. Nous n'inventons rien, nous allons donner ce qu'on sait faire, que vous saviez déjà d'ailleurs, mais seulement parce que
vous restez souvent 2 ans, 3 ans, vous ne nous voyez pas, vous pensez que c'est fini. Non, on est ailleurs. On fait des concerts ailleurs, on fait des spectacles ailleurs. Bon, aujourd'hui, c'est à la Sanza. Pourquoi la Sanza? C'est ça la question. Et pourquoi Jackie Bio pour vous accompagner? Moi, pour ça, c'est lui qui va répondre. Moi, j'ai été invité comme Beko Sadé. Donc, je vais donner ce que Beko Sadé a dans les tripes. Donc, les anciens succès, Yo Bobolo, les réfugiés, Nathan Diwa, et j'en passe. J'arrive à ton bureau, on me renvoie toujours, la secrétaire est douée. Donc, il y aura tout ça. Voilà, et puis il y aura aussi un peu de la matière rap. Oh, la matière rap. Il y aura tout ça. Parce que j'invite les petits et les grands. J'invite les petits et les grands. Voilà. Donc, ce sera confondu, ce sera le show. Et je sais que Jackie Bio aussi sait faire déménager le coin. Donc, je pense que vous n'allez pas vous morfondre. C'est sûr que... Ça va cartonner. Moi, mais je ne peux pas manquer. Votre billet ici, le billet là. Le billet de Sam. Sam, c'est tout moi. Très bien. Alors, Bertrand, pourquoi avoir choisi donc la matière qui rappe finalement pour cette soirée du 9 juillet? Bien, le choix de la matière qui rappe pour ce dimanche, nous avons bien pensé, n'est-ce pas, dans la continuité du bal des vétérans, faire avec une vétéran qui est revenue dans la tendance jeune. Raison pour laquelle le choix de la Sanza aux côtés de Jackie Bio, qui a vu chanter la matière qui rappe, elle n'était pas encore chanteuse. Et pour cela, elle est rentrée également dans la tendance vétéran. Et on a bien voulu la coller, n'est-ce pas, auprès de la matière qui rappe Beko Sadé pour donner un show sans pareil. Et elle sera bel et bien présente du côté de la Sanza aux côtés de Beko Sadé ce dimanche 9 juillet 2017. Merci beaucoup. Les messages donc pour la suite de ce programme avant la conclusion. Les messages qui peuvent pas seulement porter sur l'histoire du jour, mais également peut-être revenir sur la colère qui parlait de la recherche en milieu universitaire, y compris même le cas de notre invité de tout à l'heure. Voilà, donc on a ce message qui nous dit « Je voudrais savoir pourquoi le pays est toujours plongé dans la fraude malgré la présence de hauts commissariats. » Donc, le système au joulatis, comme disent certains, nous a plongé dans la fraude. C'est ça, c'est un système, Voilà donc cet autre message de Valin Charlie de Douala qui nous dit Monsieur Timiévouna est un pur mafieux, il positionne les maires à Yaoundé. Prenez Yaoundé 7, le maire Tamba Jean s'est fait sur l'influence de Monsieur Timiévouna, qu'il comprenne qu'à Yaoundé 6, il a été juste doublé dans son propre jeu Mafia des mairies. Belle observation, parce que pour Yaoundé 7 quand même, pour Yaoundé 7, on peut dire que c'est sa zone. Parce que depuis le départ de Jean-Simon Ongola, qui est déjà député aujourd'hui, et avec qui on suppose que Timiévouna a été étroitement lié, donc celui qui lui a succédé ne pouvait être que proche de Timiévouna. Parce que lui, c'est vraiment un citoyen, on peut le dire, natif de Yaoundé 7, sa résidence au carrefour Nkol Bisson. Mais pour Yaoundé 6, vraiment, je ne sais pas ce qu'il est allé chercher là-bas. Ce qu'il veut, mais... Non, parce qu'il a, d'après les dernières nominations du président du RDPC, c'est lui le coordonnateur des activités du RDPC dans le Fundi. Oui. Donc, il a donc joué sur cette cape-là pour aller, comme vous avez dit, les has-been veulent imposer, ils ne voient même plus que... Mais pour le Fouri, on n'entend pas beaucoup parler de Camille et Kindi, qui a été nommé aussi coordonnateur des activités. Oui, parce que l'influence de celui qui est au niveau de la région du littoral, c'est quand même un ministre d'État chargé de la justice. Oui. Donc, Laurent Esso, c'est lui qui coordonne toute la région. Toute la région, voilà. Quand il a une forte influence, ceux qui sont en bas, ils réfléchissent pas deux fois. Bon, ok, très bien, la suite. Donc, voilà un autre message d'Emmanuel qui nous dit que le point fort que Charles Armel a touché le point fort des universités et les étudiants sont désespérés. On n'innove plus dans les recherches dans les universités au Cameroun. Voilà. Absolument. Vous avez un rapport de stage. Vous voyez source en bas, Internet. Source, Internet. Donc vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous avez des mémoires où les gens, vous vous rendez compte que tous ceux des professeurs qui ont soutenu leur thèse
se sont retrouvés à copier les plus grands auteurs. À l'époque, ce n'était pas connu. Parcourez certains mémoires de ceux-là aujourd'hui qui sont assis dans les postes ministériels, qui se disent des ministres, professeurs sortis. Allez fouiller, vous allez vous rendre compte que c'est un plagiat terrible. Et le drame, c'est qu'ils ne citent même pas les sources. Ils ne citent même pas les sources. Ils ont paraphrasé la majeure partie. Aujourd'hui, l'université de Douala, l'université de Yaoundé est polluée par ce phénomène. Les jeunes ont de la peine à produire. Les jeunes ont de la peine à travailler. Vous venez en tant que jeune en disant, voici la thèse, je voudrais travailler sur tel sujet. Le professeur vous dit non, je vous oriente plutôt dans tel secteur parce qu'à ce niveau, je peux bien vous accompagner. Vous revenez avec un travail bien fait, vous donnez pour appréciation, ça va tenir. Attendez, vous allez voir ça, les futures éditions en parution des livres, c'est le professeur qui s'arrose. Mais on va où dans un pays comme le Cameroun, où vous n'avez pas la possibilité, vous avez le choix. Soit vous vous taisez, soit vous ne soutenez jamais. Voilà, sur les contenus, effectivement, ça a même commencé à décliner depuis de très longues années. Hein. Au tout début des années 90 déjà, lorsqu'intervient la réforme universitaire, je crois que nos universités ne produisaient pas déjà d'assez beaux profils, hein, en raison des effectifs pléthoriques. On prenait déjà les cours à l'époque étant assis dehors, carrément, même le sol. Donc forcément, ça peut influer. Et c'est ce qui peut justifier, expliquer le fait que très peu de ces diplômés qui en sortent soient disponibles aujourd'hui quand on les sollicite. Je vais tirer un coup de chapeau à un enseignant, à quelqu'un pour qui j'ai du respect, Eno Belinga. Rappelez-vous, lorsqu'Haroun Tazieff était arrivé au Cameroun, ministre délégué près des préventions des risques en France, il était arrivé au Cameroun au sujet du lac Nyos. Le seul ministre Haroun Tazieff avait parlé plutôt qu'est-ce qu'il avait parlé là? Un volcan. Un volcan souterrain. Et Eno Belinga était le premier à dire que monsieur, de toute ma carrière de volcanologue, je n'ai jamais vu cela. Et c'était peut-être vous. Il avait bien précisé qu'ici, là, je vois que ça a été le test de celui qui avait abordé la question d'un test d'armes chimiques. Et rassurez-vous, les géologues qui ont suivi après au Cameroun se sont inspirés parce que tous ces étudiants, ils les envoyaient travailler sur les sujets de la zone de Woup. La preuve, jusqu'aujourd'hui, le rapport est resté top secret. J'ai dit tous les géologues qu'on a au Cameroun, formés par Eno Belinga, ont travaillé dans toutes ces zones. Voilà quelqu'un à qui je veux tirer un coup de chapeau. Aujourd'hui, on a combien de professeurs? Allez fouiller, qu'est-ce qu'ils font pour les étudiants? Voilà, les derniers messages, Megui. Voilà, donc Séverin Bertin qui nous dit que l'acte du chef de l'État est très louable. Ce magistrat n'est que la première victime car la liste du président de la République est loin d'être exhaustive. Il aurait pu mettre au moins 3 ou 4. Pourquoi le français? Est-ce qu'il fait seulement 4 bonbons? Voilà, j'ai dit au moins 3. Ils sont connus. Même parmi les magistrats, ça bavarde, hein, Sam Séverin. Même parmi les magistrats, ça bavarde. Allez sur la toile, vous allez voir ce qu'ils se disent. Vous allez voir de manière susceptible comment on dit, mais pourquoi on a oublié tel? On met une abréviation. Et pourtant, il y a tel même qui est collé à côté du bureau de... Ils se connaissent. Pourquoi est-ce qu'on a poursuivi les uns? On a sacrifié Pascal Maniagabé. Dans un autre message relatif à l'histoire du jour de tendance qui nous dit que cette fille n'avait pas vu le petit jeu de ce gars dès le début. Aujourd'hui, c'est elle qui souffre avec 3 enfants, mais elle saura comment faire. C'est Kevin depuis Yaoundé. C'est un On ne va pas encourager l'acte de garçons qui vont pas chaque fois embêter les filles comme ça, soit disant que quand l'enfant reconnaîtra son papa quand il va grandir. Voilà, merci. On est vers la fin du programme. Alors, tendance, vous allez prendre quelques petits jours, juste quelques petits jours de congé pour pouvoir vous ressourcer à partir de lundi. Donc, on va... Donc, dès que prend mon visa lundi, là, na gogo. Bon, voilà, vous nous ramènerez bien de choses. Tu vas nous manquer, hein? Je vais vous garder la neige, ne vous inquiétez pas. Tu vas extrêmement nous manquer. Tu vas me manquer à moi. Ouais, mais dis-moi laisse. Ouais, le sait. Mais je ne peux pas pour mourir, il faut qu'il me repose aussi quand même, non ça. Mais oui. Ça fait... Toi-même, calcule 2006 jusqu'à la naissance. Très bien. Bon, maintenant, vous partez pour quelle destination? Maintenant, vous pouvez la garder aussi. Ne dites pas au public. Vous allez voir que sur Facebook. Voilà, parce que je ne vous montre pas le pays où je pars. Vous allez voir mes publications que dans l'avion. Tu vas sur les îles Caïmans? Mais qui va te dire en offre? Ou à Strasbourg? Non, je peux m'arriver même à Pontoise, ça dépend de moi. Même à Miami, à la plage. À la plage de Miami, je me filme, je vous envoie les photos. Très bien. Merci beaucoup. Au nom de la liberté de critiquer, voici notre sortie de ce vendredi. On a beaucoup parlé des mairies et également à la faveur de ce qui se passe à Yaoundé 6e. Alors, s'il y a beaucoup de batailles aujourd'hui pour le contrôle de cette mairie-là, c'est aussi peut-être parce que ce sont des administrations qui gèrent beaucoup de fonds.
On peut le voir à la faveur, par exemple, de la tenue des conseils municipaux de ce côté. Comme c'était le cas hier à la commune d'arrondissement de Douala 2e, beaucoup de mobilisation. Une belle fête organisée dans les locaux de la mairie de Douala 2e. Je dois rappeler d'ailleurs qu'ils n'ont jamais respecté l'heure de début et que ça a duré toute une journée. Il fallait y faire un tour avant la fin de l'opération. Il y avait beaucoup de monde, mais surtout des agapes. C'est-à-dire que sur toutes les tables étaient déjà dressés des champagnes, des bières, des jus et tout. Alors, ça fleurissait également en termes de femmes qui étaient tout autour. Ce sont de très belles occasions de gaspillage. On vous dit adoption du compte administratif de 2016, alors que nous sommes déjà en 2017. C'était hier à la commune d'arrondissement de Douala 2e. Et ça se passe comme ça dans la plupart de nos communes. Au lieu d'aller au fond des vrais problèmes, on ne voit rien venir au sortir de ces gros budgets qui sont votés. C'est toujours des trous, des nids de poules, des nids d'éléphants dans la plupart de ces mairies-là. Mais c'est vrai qu'on nous dira que c'est le rôle de la communauté urbaine ou bien des communautés urbaines qui doivent arranger les routes. Mais que font véritablement les maires et leurs conseillers municipaux? On a besoin qu'ils soient un peu plus proactifs. Mais on ne leur interdit pas de bien manger et de bien boire, hein, parce que ça fait partie également de leur travail. Merci beaucoup. Très bon week-end. Restez sur Equinox Télévision.